toi, si je te dis changement, ça résonne comment? Je me dis, quitte à ce qu'il y ait du changement, autant que ce soit, si possible, dans quelque chose de plutôt positif. Souvent, les personnes qui nous entourent influencent pas mal nos décisions parce que forcément, c'est des choses que tu vois, des personnes en qui tu as confiance. Je suis intimement convaincu qu'en tant que chef d'entreprise, il faut faire preuve de professionnalisme et montrer l'exemple en fait. Je trouve que la compétition, c'est aussi une manière de vraiment te regarder toi en face. Le résultat, en tant que tel, il est là, quoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Change & Chill où j'ai le plaisir d'accueillir Tristan Montillet. Salut Tristan, comment ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va. C'est toi qui t'es levé tôt pour venir aujourd'hui? 5h15 je crois. 5h15 quand même, ouais. Truc comme ça, ouais. C'est très cool de t'avoir et puis finalement je fais pas beaucoup d'épisodes en studio donc c'est sympa de le partager avec toi. Carrément, trop bien. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es? Qui je suis? La grande question. J'ai combien de temps pour répondre? Vas-y, on a le temps. Écoute, je vais essayer de la faire assez courte. Du coup, donc, je suis Tristan, comme tu l'as dit. J'ai 30 ans depuis pas très longtemps, depuis un mois, passé dans la trentaine. Ça m'a fait un petit quelque chose. Ouais, je comprends. Je sais que j'en ai parlé un peu avec des amis. Ils me disaient que la plupart de mes amis, ça leur a rien fait. Moi, ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà, il y a une dizaine qui vient de se finir et on démarre une nouvelle dizaine, tu vois. Et puis je trouvais ça intéressant, j'ai pas mal réfléchi à qui j'étais et où est-ce que j'étais quand j'avais 20 ans, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, tu vois. En tout cas pour ma part, le chemin parcouru entre mes 20 et mes 30, quand tu vois, tu prends une dizaine, ah oui, quand même, il s'est passé des choses, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai 30 ans, j'habite à Saint-Étienne, à côté de Lyon. Je suis ingénieur bâtiment et travaux publics de formation. Entrepreneur, chef d'entreprise, moi je dis rarement entrepreneur, je sais pas pourquoi, parce que je pense que ce mot, il est peut-être galvaudé pour moi, mais... Ça veut tout et rien dire en même temps. Ouais, c'est ça. C'est à la fois positif pour certaines personnes, à la fois négatif pour d'autres, donc exactement. C'est vrai que c'est pas évident. Ouais. C'est peut-être le salut à toi jeune entrepreneur, tu vois, oui. qui a marqué. En tout cas, moi je dis beaucoup plus souvent que je suis chef d'entreprise, parce que en l'occurrence, je m'estime chef d'entreprise. C'est un sujet d'ailleurs qu'on pourra parler, parce que des fois il y a des personnes qui disent qu'elles sont chefs d'entreprise, et de mon point de vue c'est pas le cas. Enfin, je trouve que quand on est solopreneur par exemple, pour moi, ouais, j'estime qu'on n'est pas chef d'entreprise. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Chef d'entreprise du coup dans l'immobilier, comme tu le sais. Ce qui est cohérent avec, on va dire, les études que tu nous as évoquées. Ouais, alors cohérent oui, mais différent, tu vois. Tout à fait. J'ai pas fait des études d'immobilier. J'ai fait des études de bâtiment et de travaux publics et du coup l'immobilier, je l'ai appris ensuite. Mais j'ai en effet cette double casquette. Mais ouais, du coup je travaille dans l'immobilier, donc dans l'investissement locatif, l'achat-revente, les travaux, le financement bancaire, enfin voilà tout ça, mais je pense qu'on en parlera. Ouais, tout à fait. Et que te dire de plus? Je suis passionné d'entrepreneuriat, passionné d'investissement, passionné d'humain et de relations humaines également, avec la volonté d'avoir un impact positif sur les personnes qui m'entourent et sur le monde en général, pour étendre un petit peu plus loin. Passionné également de biohacking, de longévité de la vie, de sport, tu vois, tout ce qui tourne autour du fait d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Ça m'intéresse beaucoup et de plus en plus ces dernières années. Également très sportif. Voilà, du coup j'ai beaucoup parlé. Oui, mais c'est déjà pas mal. Je pense que justement on va avoir du temps. J'espère qu'on aura l'occasion de passer par, on va dire, l'ensemble de ces sujets-là, parce que je pense que quand on est passionné, on peut parler de plein de sujets avec les petites étoiles aux yeux. Et je voulais rebondir sur un des éléments que tu as évoqué, le fait d'avoir de l'impact sur le monde, parce que ce podcast, en tout cas le concept que moi j'essaie de développer, c'est Change & Chill, donc il y a change dedans. Et la partie changement est importante parce que c'est, tel que moi je le décris, notre capacité à prendre des décisions et à créer un avenir pour soi et pour les autres. Et du coup, toi, si je te dis changement, ça résonne comment? J'ai trop de blagues qui me viennent à l'esprit. Le changement, c'est maintenant, c'est ça, non? Oui, alors il y a des gens qui ont dit ça. Il y en a beaucoup qui ont dû dire ça. La question, c'est du coup, hormis la blague... Le terme changement, quand je te dis changement, du coup, comment est-ce que ça résonne chez toi? Positivement, déjà. Je pense que le changement... Enfin, en tout cas, ça résonne positivement, déjà.
Pour répondre à la question comment ça résonne, si la question c'est résonne, pas forcément qu'est-ce que ça m'évoque. Si c'est comment ça résonne positivement. Et j'ai envie de dire, si possible, dans la bonne direction, tu vois. Changement, parce que le changement, ça peut aussi être négatif, tout à fait. clairement. Chez moi, ça résonne positivement, mais ça peut être négatif. Du coup, je me dis, quitte à ce qu'il y ait du changement, autant que ce soit, si possible, dans la bonne direction. Et du coup, dans quelque chose de plutôt positif, si possible. Mais c'est pas toujours possible. Oui, tout à fait. Donc pour toi, le terme en lui-même est plutôt positif. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes, moi, que je rencontre dans les écosystèmes dans lesquels j'interviens, tu vois, où ils me disent, moi, le changement, j'aime pas. Ouais. Tu vois, et ce qui peut se comprendre, hein, d'une certaine manière. Mais c'est marrant parce que tu disais, donc tu as eu 30 ans il y a pas longtemps. 29 décembre. 29 décembre. Donc entre le 25 et le 31. C'est d'ailleurs une des seules fois où j'ai fêté mon anniversaire. C'est vrai? Avec des amis. Bah ouais, parce que. Tu fêtes pas ton anniversaire habituellement? Bah en fait, entre le 25, 26, tu vois, tout le monde, enfin la plupart des gens sont en famille pour Noël. C'est vrai. Le 31, tout le monde le fête. En fait, moi, je suis au milieu. Je me souviens, peut-être quand j'avais 23, 24 ans, on avait fait une petite fête, tu vois, mais on était 6 ou 7. Ouais. Et sinon, globalement, j'ai malheureusement pas l'occasion de trop le fêter avec mes amis, mon anniversaire. Bah voilà déjà un changement. Aux 30 ans, il y a déjà une petite fête. Exactement. C'est génial. Exactement. Si on remonte un petit peu, on va dire l'horloge, et qu'on revient un peu au niveau de tes études. Donc toi, tu as choisi d'aller dans le bâtiment, tu disais. Est-ce que quand tu étais plus petit, c'est ça que tu voulais faire dès le départ ou pas? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Écoute, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, hein, concrètement. Enfin, moi, ouais, parcours somme toute classique, tu vois. Bac scientifique, option sciences de l'ingénieur. Arrivé en première, on commence à te dire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Donc, en effet, moi, je me suis posé la question. J'avais plutôt des bonnes notes, tu vois. J'étais plutôt dans le haut de la classe, tu vois, de mémoire. J'étais classé 2, 3e sur le podium au lycée, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et du coup, donc voilà, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je savais pas trop. Donc, me voilà parti en recherche de ce que je veux faire plus tard. Et du coup, donc mon grand-père travaillait dans les travaux publics. Il a toujours travaillé dans les travaux publics, plutôt dans des grosses boîtes, ouais. Sur des postes très techniques, type conduite de travaux. Et puis après, il a pas mal évolué et il a fini plus sur des postes, tu vois, de direction d'agence, type un petit peu plus commercial. De mémoire, il a été directeur régional, enfin, tu vois, des choses comme ça. Il a beaucoup travaillé. Alors, ça s'appelait la chimique de la route, parce que je sais qu'il me dit souvent, j'ai travaillé à la chimique de la route. Je crois que c'est Eurovia. Enfin, tu vois, ça doit être. Ça a changé de nom. Soit, de toute façon, c'est un des 3 gros, quoi. C'est soit Vinci, soit Bouygues, soit Eiffage. Je sais pas trop lequel, là, comme ça. Mais bref, du coup, il a toujours travaillé là-dedans. Et du coup, donc voilà, j'en ai échangé avec lui de ça. J'ai dit, tiens, en effet, ça a l'air intéressant, les travaux publics. Et du coup, il m'a mis en relation. Donc, il était à la retraite, hein, quand moi j'avais 18 ans. Du coup, il m'a dit, écoute, si tu veux, on organise un repas avec le responsable de l'agence de maintenant, qui a été aussi conducteur de travaux et tout. Donc, voilà, on a organisé un repas, discuté pendant 2 heures. Et puis, à l'issue de ça, j'ai dit, en effet, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Et voilà. Et du coup, voilà, je me suis dirigé là-dedans. Puis après, tu cherches une école. Alors, soit tu fais une prépa, soit tu rentres en école d'ingénieur direct. Donc moi, du coup, ce que j'avais fait, donc j'ai fait le tour un peu des écoles autour de Rouen. Donc je suis originaire de Rouen, pas très très loin de Saint-Étienne. Donc j'avais été à l'INSA, j'avais été à Polytech de mémoire et à l'ENIS, donc l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, qui est maintenant devenue Centrale Lyon. Et du coup, super bon feeling quand je suis arrivé dans cette école. Et du coup, j'ai dit à ma mère, c'est dans cette école que je veux aller. Donc je vais tout faire pour. Et en effet, j'avais tout fait pour. Je m'étais mis à beaucoup travailler de mémoire parce que c'était pas non plus hyper simple de rentrer. Ouais. Et donc, du coup, on était sur une prépa intégrée, en fait, directement à l'école. Donc, en fait, tu rentrais à l'ENIS, tu rentrais en première année en spécialité génie civil, donc bâtiment et travaux publics, et tu ressortais en 5e année. Voilà. Là où à l'INSA, en fait, j'avais été pris aussi à l'INSA, j'avais été pris à Polytech et j'avais été pris à l'ENIS. Et j'allais dire contre toute attente. Alors, l'INSA de Lyon est pas une entreprise, une école ouais. connue et reconnue. Le truc, c'est qu'à l'INSA de Lyon, à l'époque, peut-être que ça a changé depuis, mais à l'époque, donc moi ça date déjà d'il y a 12 ans du coup, tu rentrais en première année, t'étais en prépa, en gros, classique, mais t'avais pas de spécialité. Et donc t'étais en prépa maths, physique, chimie, comme tout le monde. À la fin des 2e années, c'était ton classement
qui te permettait de choisir. Exactement. Et du coup, donc moi j'avais appris que génie civil était un des secteurs, moi je sais plus comment on appelle ça, mais bref, un des domaines les plus demandés. L'INSA de Lyon, c'est déjà compliqué d'être pris. Tu sais que tu vas te battre déjà contre les meilleurs. Ouais. Et moi, je m'étais dit, et on m'avait dit, en gros, si t'es pas très bien classé à l'INSA, tu te retrouves dans les derniers, tu prends ce qui reste. Et ce qui reste, c'est génie électrique ou génie informatique. Moi, j'ai pas du tout envie de faire du génie électrique ou de l'informatique. Ouais, je comprends. Et du coup, donc moi, je m'étais dit, bah non, du coup, je vais pas à l'INSA. Et donc, vu que j'avais été pris à l'ENISE, je suis rentré à l'ENISE. Et puis sinon, j'avais mis le l'IUT d'Égletons, qui est un peu l'IUT aussi le plus reconnu pour le bâtiment et les travaux publics. Donc voilà, j'ai pas mal divagué, mais je crois que j'ai répondu à ta question. Non, mais c'est très bien. Mais ce qui me questionne, c'est que grosso modo, ton choix s'est fait à partir de, on va dire, 2 rencontres. Ouais. Il y a ton grand-père avec qui tu as échangé, et c'est souvent les personnes qui nous entourent qui influencent pas mal nos décisions, parce que forcément, c'est des choses que tu vois, des personnes en qui tu as confiance, et qui créent une relation avec toi qui est sincère et qui est honnête. Il n'y a pas eu d'autres... tu t'es pas dit, tiens, je veux peut-être regarder autre chose avant de me lancer? Tu t'es dit direct, ok, j'ai eu le feeling avec la personne avec qui j'ai déjeuné ou dîné, je sais plus, et du coup, bah go. Non, il y a eu des recherches, hein. Ouais. Ça a été en gros, de mémoire, ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai discuté avec mon grand-père, j'ai dit en effet, ça peut être intéressant, le bâtiment, les travaux publics. Après, Google, à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait pas l'intelligence artificielle en général. Donc, Google était mon ami. J'ai commencé à me documenter, à regarder ce que c'était, quels étaient les métiers auxquels on pouvait prétendre en travaillant dans le bâtiment et dans les travaux publics. Et puis après, j'ai dû revenir. Enfin, c'est pas j'ai dû, je me souviens, je suis revenu vers mon grand-père. J'ai dit, en effet, ça peut être intéressant. Et vu qu'il m'avait proposé, il m'avait dit, si tu souhaites échanger avec, je sais plus comment il s'appelle ce monsieur, mais si tu souhaites échanger avec lui, on organisera un repas. Et c'est là où je lui avais dit, on va faire un repas. Et du coup, c'est ça qui m'avait fait me dire, en effet, en discutant avec lui, le mec était hyper passionné. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en effet, ça a l'air cool. Et c'est à partir de là où, du coup, j'ai cherché des études là-dedans. Est-ce que tu te souviens, parce que quand tu évoques que la personne était passionnée et du coup, ça a eu un impact sur toi, est-ce que tu te rappelles de certaines phrases ou certains mots qu'il a dit qui, chez toi, ont résonné et qui t'ont amené à faire ce choix par la suite? C'est peut-être un peu vieux. Ouais, mais... alors non, c'est vieux déjà, mais des phrases ou des mots précis, non. Après, c'est un tout, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que, en tout cas, dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, il y a, en tout cas, je trouve beaucoup de personnes passionnées par ça. Ouais. Moi, je sais que, du coup, moi, mes camarades de promo, il y en a quand même beaucoup qui sont vraiment passionnés. Et en même temps, c'est un domaine assez passionnant, moi, je trouve, un secteur d'activité passionnant. Il y a beaucoup de gens passionnés. Il y a beaucoup, souvent, les conducteurs de travaux, ceux qui gèrent des chantiers sont relativement passionnés. Donc, de mémoire, c'était un tout, tu vois. Je pense que le gars, je sentais que en fait, il allait au travail le matin, il était content d'y aller, quoi. Et ça, moi, je pense que c'est le principal. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais on passe tellement de temps au travail que si possible, si on peut éviter d'y aller en reculant, c'est quand même mieux, quoi. Ouais, je comprends, ouais. Et si, justement, des personnes n'avaient pas la clarté sur c'est quoi le génie civil, c'est là où tu allais, comment est-ce que tu le décrirais? Le génie civil, c'est... le fait, tout simplement, c'est vrai que ça, je me rends compte aussi souvent, nous qui faisons des travaux, tu vois, beaucoup de travaux, ça paraît complexe, dangereux, risqué pour plein de gens. Et en fait, quand on est dedans et qu'on sait faire, ça l'est un peu moins, mais bon, bref. C'est le fait de construire des bâtiments. Le bâtiment dans lequel on est, il a été... construit par des gens, tu vois. Donc, normalement, en tout cas. Oui, normalement. Pas des robots encore. On a vu... franchement, il y a des robots artisans, c'est bluffant. Ah ouais? Ouais, bluffant, vraiment. Là, c'est bluffant. On a regardé des vidéos avec Alex. Tu te dis que ça paraît pas improbable que d'ici 10 ans, il y ait des robots qui remplacent des humains sur les chantiers, quoi. Alex, en tout cas, une personne dont on parlera probablement dans l'épisode. Certainement. Peut-être, je sais pas. On verra. Et donc voilà, donc c'est le fait de construire des bâtiments ou des ouvrages d'art, on appelle ça des ouvrages d'art, des ponts, des barrages, qu'est-ce qui me vient en tête d'autre, des autoroutes, tout ça c'est des ouvrages d'art. Donc c'est globalement construire ce qui nous permet de nous déplacer, construire toutes les infrastructures qui tournent autour, donc les centrales nucléaires c'est du génie civil, toutes les centrales éoliennes, photovoltaïques, tout ça tourne autour du génie civil. Et puis après, donc construire les bâtiments dans lesquels on habite, que ce soit le Burj Khalifa jusqu'à la plus petite maison, tout ça, c'est du génie civil.
Ok, d'accord. Et du coup, tu rentres donc dans cette école, donc prépa intégrée, tu disais. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton parcours qui t'a particulièrement marqué? Dans mon parcours à l'école? Ouais. Tellement, Ouais. tellement. Alors, du coup, donc l'ENIS, l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne, comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, il y a un vrai esprit de camaraderie. Ouais. Moi, mes meilleurs amis, les amis dont je suis le plus proche, qui sont, pour la plupart, on va dire, mes meilleurs amis, c'est tous mes amis d'école d'ingénieurs. Moi, j'ai perdu contact, enfin, en tout cas, j'ai plus de relations avec les amis que j'ai pu avoir, primaire, collège, maternelle, primaire, collège, lycée. Voilà, j'ai plus de relation avec ces gens-là. Voilà, moi très rapidement j'ai switché, je me suis super bien entendu avec mes amis d'école d'ingénieur qui sont du coup toujours mes amis, donc ça m'a marqué. On a passé des moments incroyables. On a fait plein de trucs. Il y avait plein de trucs organisés par l'école, tu vois, des week-ends ski, des rencontres. Donc moi, c'est l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Et en fait, il y en a 5 ou 6 des écoles nationales d'ingénieurs. Donc il y a Tarbes, il y a Brest, il y a Metz. Donc on se rejoignait une fois par an pour se faire des jeux inter-ENI. Ça, c'était génial. Donc il y avait le week-end ski, il y avait les week-ends d'intégration. Nous, l'intégration, elle dure 1 mois et demi dans mon école d'ingénieur. Et même par extension, enfin... Tous les jeudis soirs, il y avait des trucs d'organiser, tout ça. Donc, on a beaucoup profité de tout ça les 2 premières années. Après, moi, je suis passé de l'autre côté parce que j'ai organisé énormément d'événements. J'ai été vice-président du BDE. J'ai été président de l'association des Jeux Inter-ENI. Donc, j'ai organisé les Jeux Inter-ENI pendant 1 année avec un de mes meilleurs amis. Et puis, bon, on avait une équipe. On était 20, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Moi, j'ai organisé l'intégration en dernière année. Donc, ça, c'est pareil. C'est 150 nouveaux arrivants. Qu'on appelle des minus. Des minus. Voilà, c'est les minus les premières années, c'est les minus. Et puis dès qu'on est en 2e année, on devient un ancien. Et quand on sort de l'école, on est un ancêtre. Ah oui, voilà, carrément. Et donc, mine de rien, quand même, c'était vraiment du boulot parce que du coup, 150 premières années à intégrer, 2 semaines d'intégration où il n'y a pas cours. Donc là, il faut organiser des activités tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 2 semaines. Plus après, tous les jeudis soirs, pendant globalement 1 mois et demi. Donc franchement, ça demande du boulot. Et donc voilà, donc ça m'a vraiment marqué. Et puis après, sur l'aspect école d'ingénieur, plus voilà, qu'est-ce qu'on fait en école d'ingénieur et tout ça. Quand on est dedans, franchement, c'est très théorique. Enfin, en tout cas, et encore, moi, l'ENIS est quand même, donc on avait quand même beaucoup de stages parce que 1 an et demi de stage sur les 5 ans, donc c'est quand même conséquent. Ouais. Et vu qu'on était en génie civil dès la première année, donc quand même beaucoup de TP, beaucoup de cours de conduite de travaux, études de prix, tu vois, donc c'était quand même très axé bâtiment. Mais pour selon, on avait mécanique des fluides, résistance des matériaux, toutes les maths, toute la physique et tout, donc quand même beaucoup de troncs communs relativement théoriques qui, moi, m'ont challengé. J'y suis arrivé, mais c'était quand même challengeant. Il y avait quand même du travail. Et qui plus est, pendant, tu voyais pas trop, pour ma part, je voyais pas trop l'intérêt de tout ça parce que moi, je me voyais très clairement être conducteur de travaux ou maître d'œuvre, pas forcément, chercheur en génie civil. Et du coup, maintenant, avec du recul, en fait, qu'est-ce que cette école d'ingénieur-là m'a apprise, mais je pense que c'est le cas, Martin Boujouan, que tu connais, qui est aussi ingénieur et qui bosse dans l'immobilier maintenant, voilà, et pour avoir discuté avec pas mal d'ingénieurs, en fait, et t'es aussi ingénieur, hein, je crois, de formation. Il paraît, ouais. En fait, moi maintenant, avec du recul, ça t'apprend de la rigueur. En fait, on est hyper carré, et en tant que chef d'entreprise, moi, je sais que c'est quand même une vraie force d'être carré et rigoureux, et ça t'apprend à chercher par toi-même. Voilà. Moi, je pense qu'on sort d'école d'ingénieur, on sait quand même pas faire grand chose. Enfin, pour ma part, voilà, j'avais tout à apprendre, en tout cas encore dans le bâtiment, tu vois, même si voilà, on avait les bases, mais on avait tout à apprendre en entreprise. Par contre, on savait se débrouiller, tu vois. Et moi, je trouve que c'est ça que ça m'a appris, en tout cas. C'est marrant parce que tu vois, quand je t'ai posé la question, je me suis dit que j'aimerais lui poser la question de qu'est-ce qui retient de tout ça, tu vois. Donc, tu y allais tout seul, c'est très bien. Et je me suis dit, mais moi, du coup, je retiens quoi, tu vois, de mon école d'ingénieur. Donc, moi, j'ai plutôt été à côté de l'INSA Lyon, d'ailleurs. Okay. Moi, j'étais à CPE Lyon et plutôt côté électronique, télécom. Okay. Et c'est vrai qu'au final, c'est pas forcément les sujets en eux-mêmes. Bon, déjà parce que j'ai jamais été très bon en technique, mais c'est plus la partie structurée, la partie rigueur, comme tu dis, qui fait que maintenant, on peut plus facilement s'adapter. Et c'est marrant parce que quand on me l'a dit à l'époque, parce que moi, quand j'ai choisi ce parcours-là,
C'est plus parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et vu que je savais pas ce que je voulais faire, je demandais, c'est quoi le parcours qui me permettrait d'avoir toujours le maximum d'options. Et on me disait, fais ingénieur, comme ça, tu sauras te débrouiller, tu vois. Et je pense qu'on le comprend vraiment que quand on sort de l'école et qu'on arrive sur le terrain, parce qu'au final, sinon, on est toujours dans un parcours scolaire qui est quand même très structuré, qui dépend du programme de l'école, de ce qu'ils veulent enseigner, ce qu'ils veulent faire passer comme compétences. Mais effectivement, quand on sort, on est un petit peu moins dans un flou. On se dit, au pire, je ferai ça, mais tout devient option plutôt que contrainte, quoi. Donc, en tout cas, ça a beaucoup résonné ce que tu évoques. Tu sors de l'école. Oui. En tout cas, vraisemblablement, tu sors de l'école. Comment est-ce que ça se passe juste après? Tu cherches un job? Tu décides de monter quelque chose? Comment ça se passe? Je cherche un job. Tu cherches un job classique. Là, à cette époque-là, je pense que le fait d'être chef d'entreprise a un peu toujours été au fond de moi quand même. Ouais. Juste 23 ans, pas assez ni l'envie ni la maturité. Ça m'a même pas traversé l'esprit, tu vois, de créer une entreprise à cette époque-là, pas du tout. J'avais même pas 23 ans, j'avais 22 ans et demi. Donc non, je cherche un job. J'ai été du coup embauché dans une entreprise en tant que maître d'œuvre conception et réalisation sur des bâtiments commerciaux et industriels. Donc globalement, mes clients c'était Ikea, Grand Frais, Decathlon, le Club Med, Carrefour aussi. Des grands noms quand même. Des grands noms, des grands comptes. Et du coup, voilà, donc maître d'œuvre, conception et réalisation. Globalement, on faisait toute la conception des projets, puis la réalisation. Donc voilà, j'ai démarré par ça, ouais. Ok. Et donc, tu as trouvé autour de chez toi à côté de Saint-Étienne. Alors après, les chantiers, c'était dans toute la France, donc avec des déplacements dans toute la France, régulièrement, plusieurs fois par semaine. Voilà, je sais pas si tu veux que je m'étende sur ça. En fait, la question qui me vient, c'est donc tu vas dans cette première boîte qui est en fait ta première boîte après la sortie de l'école. Qu'est-ce que fondamentalement tu y apprends et surtout combien de temps tu y restes? Alors, qu'est-ce que fondamentalement j'y apprends? Pas mal de choses quand même. Pas mal de choses. J'y apprends que entre ce qu'on peut vendre en entretien d'embauche et la réalité de l'entreprise, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais en tout cas c'était le cas de celle-là, il peut y avoir un fossé. Je pense que ça résonnera avec beaucoup de gens. C'était le cas de cette entreprise. Il y avait un fossé, c'était un très grand fossé, grand canyon quoi. Ouais. Donc très vite déçu et claque de tout ça. Est-ce que tu peux nous donner une couleur? C'est quoi? C'est en termes d'ambition, tu vois, du poste qu'on te vend, ou est-ce que c'est en termes d'activité? C'est quoi qu'est-ce qui a fait le fossé pour toi? Tout. Tout, ah, ok. Tout. Ça mérite d'être. Tout. Donc déjà le salaire où on te dit que la prime d'intéressement équivaut à en moyenne 1 mois et demi voire 2 mois de salaire annuel. Donc du coup t'arrives au bout d'une semaine, tu parles un peu avec les collègues, tout ça et du coup on m'a dit que la prime d'intéressement c'est bien, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois de salaire. Et là ils rigolent, ils me disent tu t'es fait avoir, mais un peu comme tout le monde mon pote. Non, en moyenne, on est plus sur un demi-mois de salaire. L'année dernière, ou il y a 2 ans, on a eu 1 mois de salaire parce que c'était une très bonne année, mais tu t'es fait avoir, mon pote. Ok, petite claque. On m'avait dit, parce que moi, les déplacements, c'est pas mon truc plus que ça. Ouais. On m'avait dit qu'il y aurait très peu de déplacements, ce qui n'était pas du tout le cas. Il y a des déplacements 3 fois par semaine de partout. Ce que tu disais, en France. plus, c'est un peu en France. Ouais, donc ça, c'était pas du tout le cas. Tu sors d'école d'ingénieur, t'as besoin d'être formé. On m'avait dit que je serais formé, que j'allais avoir un référent. Donc en effet, j'ai eu un référent pendant 2 semaines. 2 semaines, on m'a dit, voilà le chantier. C'est un grand frais. Le chantier est à 4 millions d'euros. Débrouille-toi, mon pote. Eh ben, je vais me débrouiller. Donc, on apprend à se débrouiller, du coup. On fait plein d'erreurs parce qu'en fait, personne n'est là pour nous expliquer. Ouais. On monte en expérience parce que autant j'ai fait des erreurs. Moi, après, j'ai toujours été un peu une tête brûlée, un gros bosseur. Donc, moi, j'ai pris jusqu'au moment où ça m'a aussi pété à la gueule. J'ai appris ce que c'était aussi que d'être dans une entreprise où globalement tous les collaborateurs n'ont pas envie d'être là et pas envie de travailler chaque jour. Donc, avec une ambiance assez... pas ouf du tout. Ouais, comment ça se matérialisait ça?
ça se matérialise au quotidien, quoi. Déjà, les gens n'ont pas le sourire. Quand ils démarrent à 8h30, ils n'arrivent pas à 8h29. Et quand ils finissent à 17h, ils partent pas à 17h01. Un jour, on est arrivé et je suis arrivé et à 10h, mon économiste de la construction se fait convoquer dans le bureau du patron. Et une demi-heure après, il était plus là, quoi. Et donc toi en fait t'as ton projet à monter et en fait t'as plus d'économiste et personne dans l'entreprise n'était au courant et en fait ils envoient pas de mail, c'est juste il y a plus d'économiste. Et c'est quoi un économiste? C'est un économiste, c'est lui qui fait en gros les CCTP, donc c'est les cahiers des clauses techniques particulières. Et en c'est fait là qu'on se voit qu'il y a un jargon partout. Il y a un jargon partout. Non mais on va pas s'étendre sur ça, mais c'est lui en fait qui monte le dossier de consultation des entreprises. Donc en fait, en tant que maître d'œuvre, tu montes un dossier de consultation des entreprises où tu as tout un tas de pièces techniques et financières avec également des plans. Et donc tout ça, on l'envoie à des entreprises, donc des charpentiers, des maçons, tout ça. Et à partir de ça, eux, ils font un devis et ils te remettent un prix. Donc en fait, c'est le travail de l'économiste de réaliser toutes ces pièces techniques et financières. Ok, d'accord. Et donc en fait, du jour au lendemain, un mercredi, t'as plus d'économiste et en fait, donc t'as pas été averti. Les patrons n'envoient pas de mail à personne et donc en fait, tu toques, tu dis, du coup donc vous avez viré, je sais plus comment il s'appelle, Bastien. Vous avez viré Bastien. Du coup donc moi j'ai plus d'économiste. Comment je fais? Et en fait, là, tu t'aperçois que les mecs n'ont pas réfléchi. Les patrons n'ont pas anticipé la chose, qu'ils allaient virer un gars, qu'il fallait peut-être recruter quelqu'un d'autre ou quoi. Donc, en fait, il te répond « Ah ouais, écoute, y a Raphaël, le deuxième économiste, tu vois avec lui, il s'en occupera. » Ouais, ok. Donc, tu vas voir Raphaël. Raphaël, du coup, donc j'ai un projet à sortir là. Faudrait que tu prennes la suite de Bastien. Il dit bah ouais, mais en fait, je peux pas travailler pour 2 personnes, moi. Ouais. Bon, et puis c'est le bordel globalement comme ça pendant un mois et demi, tu vois. Donc tu comprends pas trop quoi. Et donc voilà. Et donc tu te rends compte que ouais, y a pas trop d'anticipation et tout. Et j'y suis pas resté très longtemps. Au bout de, 1 an et demi, j'étais parti. Ouais. Mais par contre, le métier en dehors de ça, le métier était très intéressant. Le métier de maître d'œuvre, conception-réalisation, pour le coup, le métier en lui-même, ultra intéressant. Voilà, ultra intéressant. Là-dessus, rien à dire. Mais l'entreprise en elle-même, moi, je pouvais pas me projeter dans une entreprise comme ça, c'est pas possible. Du coup, 1 an et demi, tu décides de partir. Qu'est-ce qui a fait la décision de dire, là, après 1 an et demi, je pars? Ma maman. Ta maman? Ouais. Parce que ma maman, du coup, je l'appelais de plus en plus pour me plaindre de l'entreprise jusqu'un jour où elle m'a dit « Écoute Tristan, je t'aime beaucoup, hein, t'es mon fils, mais tu m'appelles tous les 2 jours pour me dire que tu te plais pas là où tu travailles. » Donc elle m'a dit « Le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est change. » Très bon conseil, maman. Merci. Et du coup, à partir de cette discussion, moi je suis quelqu'un qui me met très très vite en action. Du coup, ça a dû gamberger 1 semaine et je me suis dit oui, en fait, je vais juste changer. Et puis j'ai cherché du travail. Et, 2 mois plus tard, j'avais trouvé 3 mois de préavis. Enfin, tu vois, globalement, au bout de 8-9 mois, je me suis dit je vais changer. 2 mois pour trouver du taf, 3 mois de préavis et au bout d'1 an et demi, j'étais passé sur autre chose. Tu vois. Comme quoi, maman a eu une influence à cet endroit-là. Maman, je t'aime. Probablement sur. Maman a eu une influence sur beaucoup de choses. Ouais. Donc tu changes. Qu'est-ce qui fait donc cet espace entre peut-être les jobs que tu as fait et le fait que tu lances ton entreprise? Donc est-ce qu'il y a eu beaucoup de jobs entre-temps ou pas? Non, pas beaucoup de jobs. Après, le job d'après, c'était du coup dans les travaux publics. Okay. En tant qu'ingénieur études de prix et conducteur de travaux. Une boîte nettement mieux. Voilà, beaucoup mieux. J'aurais pu y rester en vrai dans cette entreprise. Et du coup, donc moi, comme tu le sais, j'ai fait beaucoup de danse. J'en fais moins maintenant, mais j'ai fait beaucoup de danse avec mon ex-compagne. Et avec d'autres danseuses, mais en tout cas avec mon ex-compagne. Donc on commençait à se professionnaliser sérieusement parce qu'en fait, on donnait des cours les soirs, des stages les week-ends, des représentations et tout ça. Donc on commençait à gagner un peu d'argent avec ça. Et jusqu'au moment où il a fallu faire un choix entre le job la et passion la danse. Qui devient un job. Exactement. Ouais. Et du coup, donc on s'est lancé là-dedans. Donc c'est ça, moi, qui a été l'élément déclencheur de me mettre à mon compte du coup.
Ah ok, d'accord. Au début, c'est intéressant. Il y a eu un passage qui n'a pas duré longtemps, qui plus est, qui a duré globalement 9 mois. Bah, c'est déjà pas mal. Hein. Mais ça veut dire que pendant que tu avais ce job à côté où tu faisais ce que tu avais à faire, tu avais développé à la fois donc une passion que tu as professionnalisée, parce que si tu commençais à être rémunéré pour, c'est que déjà non seulement il y a un certain niveau qui émerge, mais qu'aussi tu as une démarche qui est plus pro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que je pense que même si ça durait que 9 mois, c'est intéressant aussi de découvrir ça de toi. C'était quoi le genre de danse? Comment est-ce que tu as découvert ça? Parce que du coup, tu vois, la danse, qu'est-ce qui fait que tu es rentré dedans, quoi? Ouais, et qu'est-ce qui fait que je suis rentré dedans? C'est ma sœur, du coup. J'ai commencé à danser à 10 ans, rock sauté à l'époque, puis rock acrobatique. Et à 19 ans, j'ai découvert le swing, donc Lindy Hop, Boogie Woogie, Charleston, qui sont globalement les danses maîtresses là-dedans, et il y en a d'autres, mais c'est les danses maîtresses. En tout cas, c'est celles que j'ai pratiquées. Et du coup, donc j'ai pratiqué ces danses-là au début débutant, complet. Puis de plus en plus avancé jusqu'à arriver sur des compétitions européennes. On avait été classé de mémoire 12e Europe, tu vois, donc ça commençait à être vraiment pas mal. Juste avant que t'enchaînes, quand t'as commencé, tu faisais partie plutôt des gens qui étaient plutôt doués ou au contraire qui faisaient comme ils pouvaient? Pas plutôt doué, pas mauvais. Si, peut-être plutôt doué, je sais pas, allez, peut-être, mais surtout très travailleur et très discipliné. Ouais, je pose la question parce que du coup, je trouve que la danse, c'est un domaine très particulier, tu vois, bouger son corps, tu vois. On est quand même dans une société qui est très dans la tête, tu sais, il faut remplir de connaissances, de plein de choses, c'est un peu ce qui est valorisé. Tout ce qui est un peu manuel, corporel, etc., est pas trop valorisé. Donc, du coup, il y a un peu des sentiments, tu vois, de honte. Il y a plein d'aspects comme ça qui, je trouve, se matérialisent beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que je sais que la danse est un sujet qui est parfois un peu difficile, ne serait-ce que pour s'y mettre ou pour, tu vois, accepter le fait que tu sois pas très bon dans ce truc-là, tu vois. Que tu sois pas bon en maths, c'est une chose, mais quand il faut aller sur la piste de danse au mariage ou je sais pas quoi, tu vois, tu sens qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur les bancs, quoi. C'est vrai. Je suis d'accord. C'est un sacré. Ouais, la danse, c'est un sacré truc. En fait, on s'en rend pas trop compte quand on est du coup soi-même danseur, parce qu'en fait, on est dedans. Mais moi là, ma copine, elle a eu besoin que je lui explique. Tu vois, pourquoi elle me dit. Et en fait, déjà, je sais, par exemple, le swing, c'est une danse qui se danse énormément en improvisation. En tout cas, quand on fait, il y a les deux en fait. Il y a de l'impro et des chorégraphies toutes préparées. Mais globalement, 80% des compétitions se dansent en impro. Donc la plupart, et si tu veux, quand on est en soirée dansant de swing, mais c'est le cas aussi sur toutes les danses latines, salsa, bachata, tout ça, en fait, tout est improvisé. En fait, c'est qu'une question de connexion entre toi et ta partenaire, qui peut être une femme ou un homme, tu vois. Moi, je fais aussi bien ce qu'on appelle leader que follower, tu vois. Et un homme peut très bien être considéré comme danseuse, follower, tu vois. Voilà, donc en soi, déjà, on peut jouer les deux rôles, première chose, et de deux, à une soirée, en fait, il y a juste de la musique, des gens qui ont appris une technique de lead et une technique de follow, et en fait, tu te tiens la main, et c'est parti, mon pote, tu vois. Et la musique, elle dure 1 minute 30 au minimum, et des fois, il y a des musiques très longues qui durent 7 minutes, et pendant 7 minutes, il faut danser. Et des fois, t'as une super connexion, et ça se passe super bien, et tu ressors, t'as le smile complet, et même tu dis, ça te dit on en refait une autre, et parfois même tu demandes même une troisième danse parce que trop bon feeling, tu vois. Des fois même tu dis, en fait demain il y a une compétition, vas-y, ça te dit on s'inscrit ensemble, tu vois. Moi ça m'arrive. En ce moment j'ai pas de danseuse de compétition. Tu vois, je suis allé en Turquie il y a de ça 1 mois, et le vendredi soir il y avait une soirée, le samedi il y avait une compétition d'impro, mais il fallait s'inscrire avec une danseuse. Le vendredi soir, toutes les danseuses avec qui j'avais un bon feeling, je leur ai demandé, est-ce que tu veux t'inscrire avec moi demain, tu vois. Donc tu vois, il y a ça, et il y a des fois, t'as pas une connexion de ouf, et ça arrive, et tu fais une danse, à la fin tu dis merci pour ce moment, et tu réinviteras pas cette personne-là, tu vois, parce que t'as pas eu un feeling plus que ça. C'est quelque chose de très particulier, c'est hyper éphémère, c'est des émotions parfois très fortes, mais très éphémère en fait, parce que des fois tu vas avoir un feeling mais de fou avec quelqu'un, ça va durer 3 minutes, tu vas plus jamais la revoir de ta vie,
Ouais. Alors qu'aussi, tu vois, tu vas t'en souvenir. Et tu vas t'en souvenir. Il y a du contact physique. Tu vas, alors, bon, nous dans le swing, mais enfin, c'est pas sensuel. Donc voilà, tu vois, par exemple, dans la bachata, en tout cas, moi je sais pas danser la bachata, mais de ce que je vois des vidéos, c'est sensuel en plus. Donc tu vois, t'as une connexion qui, en plus, est une connexion physique et sensuelle. Ouais. Nous dans le swing, t'as quand même une connexion physique avec la personne. Tu vois, tu te tiens la main, tu te touches, tu te tiens la main, la personne en face, elle transpire, tu vois. Donc c'est quelque chose de très particulier. En fait, quand t'es dedans, tu t'en rends pas compte, mais je sais que quand t'es en dehors, voilà. Et moi, là, ma copine, elle me disait, mais comment en fait vous faites pour danser ensemble? Il n'y a rien de prévu. Je dis bah non, il n'y a rien de prévu en fait. Il y a de la musique et advienne que pourra. Advienne que pourra. En espérant que ça se passe bien. Et qu'est-ce qui t'a fait faire le pas entre découvrir la danse, que tu me disais avec ta sœur, elle dansait du coup, elle aussi? Ouais. Et faire de la compète? Parce que je trouve que c'est aussi un autre exercice. Ça veut dire que toi, de ce que je comprends, tu as quand même un caractère travailleur, tu vois, presque jusque boutiste, tu vois, des choix que tu fais. Pourquoi la compète? Pourquoi la compète? Pourquoi pas? Effectivement, je l'attendais, mais... Écoute, moi, j'ai toujours été compétiteur, donc j'ai toujours fait des compétitions dans tous les sports que j'ai fait. Dans tous les sports que tu as fait, à chaque fois, tu as fait la compète? Ouais, alors après, j'ai pas fait 800 sports, hein, mais j'ai fait du BMX, j'ai toujours fait des compétitions, du volley, j'ai toujours fait des compétitions, des matchs. Et en danse, moi, en fait, dès la première année, j'ai fait des compètes de danse, ou peut-être la deuxième, tu vois. J'aime ça, je sais pas trop. J'aime ça, j'aime bien et ça donne un objectif, tu vois. Il y a un petit dépassement, pardon, qui est derrière. Ben ouais, tu te bats contre toi-même, tu te bats contre d'autres personnes. D'un autre côté, enfin, si tu veux, le monde du swing, c'est un monde qui est hyper bienveillant. Donc en fait, on est en compétition les uns contre les autres, mais en fait, on s'apprécie tous et on rigole ensemble. Il y a des compétitions, tu les fais tout seul, donc t'es seul avec toi-même. Il y a des compétitions, tu les fais à deux, avec ta partenaire, avec ta danseuse. Moi, ça a été ma compagne pendant longtemps. Tu partages des moments, tu vois, qui sont forts. T'es à deux, tu te retrouves. Enfin, moi, le truc le plus ouf que j'ai fait en compétition, c'est à Munich. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est ce week-end, tu vois. C'est le plus gros événement d'Europe qui s'appelle le Rock That Swing. C'est en ce moment, tu vois. Donc voilà, j'y suis pas cette année, mais j'y suis allé plusieurs fois. Et il y a une année, j'étais en finale de Charleston. Donc le Charleston, ça se danse tout seul. On était 4 en finale. C'est au Deutsches Theater à Munich. Il y a 1500 personnes, tu vois. Et c'est de l'impro. Donc t'es tout seul parce que t'es en solo jazz Charleston. Tu connais pas la musique. Tu sais pas ce que tu vas faire parce que c'est de l'impro et t'as 1500 personnes devant toi. Bah ça, tu vois, le souvenir, là, j'ai des frissons, tu vois, quand je te le partage. C'est des moments incroyables, quoi. Ouais. Tu vois. Et du coup, c'est pour ça, je pense que je fais des compétitions. Parce que tu vois, ce moment-là, je m'en souviens encore. Il y a des moments que je me souviens, tu vois, la première année, on a été champion de France de boogie débutant. C'était débutant, tu vois. On a été champion de France. En fait, t'as des champions débutants. T'as des champions débutants, tu vois. Trop marrant. Et après, t'as la plus grosse catégorie de France qui est la catégorie main class. Ben, la dernière année, on était classé 3e, tu vois. Donc tu te dis, ouais, t'es top 3 France, tu vois. Et je sais pas, c'est trop cool. Puis après, il y a tout le travail aussi qu'il y a derrière. Tu vois, c'est des heures d'entraînement. C'est plein de bons moments partagés. Ouais, je sais pas, j'aime ça, quoi. Je sais pas pourquoi. Ah mais c'est super, je pose la question parce qu'effectivement dans la plupart des sports, tu sais, tu as une catégorie un peu loisir et puis tu as des catégories plutôt compètes et forcément ça change un peu l'esprit aussi qu'il y a derrière. En danse, c'est le cas. Hein. Ouais. La plupart des gens qui font de la danse le font d'ailleurs pour le loisir. Hein. Les danseurs qui font de la compétition, c'est peut-être 5% des danseurs. Hein. Bah, je pense que c'est un peu c'est le cas j'ai l'impression en tout cas. Sports, ouais. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont une vision de la compétition comme étant vraiment stressant parce qu'il y a un enjeu, le fait de perdre, gagner ou ce genre de choses-là, quoi. Et en tout cas, moi, j'ai découvert la compète il n'y a pas très longtemps parce que je n'étais pas du tout un gars de compète dans le passé. Et j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps parce que du coup, moi, je fais du badminton depuis pas très longtemps. Tu vois, je suis un débutant de badminton. Et en fait, j'ai un club qui est tout petit. Et du coup, en fait, c'est bien de jouer avec les gens, tu les connais. Mais si tu veux, à force, tu les connais, tu vois. Donc, il y a moins de challenge. Soit tu sais, de toute façon, il est plus fort que moi, donc du coup, voilà. Soit il est moins fort que moi, et voilà. Mais du coup, tu n'as plus l'inconnu, tu sais, de ce qui va se passer, de nouvelles personnes ou des gens qui jouent différemment, etc. Donc, en fait, je trouve qu'il y a une sollicitation, un plaisir aussi qui est différent. Bien sûr, après, t'as des cons partout. Hein. Mais je trouve que la compétition, moi, a été une découverte aussi intéressante, quoi. Alors que c'était pas du tout un monde dans lequel. Et t'en avais jamais fait avant? Non. Moi, j'aimais pas. Ouais, en fait, c'est pas ton truc, quoi. Non. Okay. Et je pense que même quand j'y vais là,
il y a toujours un peu le stress de la chose. Mais aujourd'hui, j'y vais comme un challenger, quoi, parce que j'y vais, moi, je m'entraîne pas, j'ai pas d'entraînement, donc du coup, j'y vais et j'essaie juste de voir où j'en suis. Si tu veux, je trouve que la compétition, c'est aussi une manière de vraiment te regarder toi en face. À l'instant T, c'est voilà où j'en suis aujourd'hui. Clairement, ouais. Ok, j'étais malade la veille, tu peux trouver toutes les excuses que tu veux, mais le résultat en tant que tel, il est là, quoi. Donc je trouve que ça aide d'une certaine manière à se regarder en face et accepter que il y a des gens qui sont toujours meilleurs que toi, des gens qui sont toujours moins bons que toi, et ça t'apporte un peu d'humilité, quoi. Je trouve. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu as cette période donc de professionnalisation de cette activité de danse. Qu'est-ce qui fait que du coup tu enchaînes sur autre chose? Tu disais que ça a duré 9 mois, mais... Ouais. Du coup, donc, erreur de parcours. Je m'en suis donc aperçu très vite. Globalement, je pensais que ça allait m'animer énormément et finalement pas assez stimulant intellectuellement parlant. D'être, tu vois, professeur de danse et danseur professionnel pour ma part, tu vois. J'avais plus de, tu vois, j'ai toujours été un homme de projet et là j'avais plus de projets ou en tout cas des projets qui m'animaient moins. C'est plus une routine là, tu veux dire? Ou alors oui. Insécurité financière aussi. Très important. Ça, plus le fait en fait que je pensais que du coup passer de globalement, quand j'ai beaucoup progressé en danse, je m'entraînais entre 8 et 10 heures par semaine. Après, vu qu'il y avait les cours, du coup, on avait réduit les entraînements de danse. Et du coup, je m'étais dit, le soir, je vais donner des cours et la journée, je vais m'entraîner. Et en fait, physiquement parlant, ça passait pas, tu vois, de donner des cours les soirs, plus. Et je m'étais dit, on va s'entraîner 4 heures par jour. Et en fait, non, ça fonctionnait pas. Donc, en fait, j'avais du mal à remplir mes journées. Puis, je voyais pas l'avenir dans tout ça. Et ça, plus d'autres choses, m'ont valu une grosse dépression. Voilà, donc c'est comme ça, c'est la vie, ça arrive. Et puis après, il faut rebondir. Et du coup, donc moi, j'ai rebondi assez vite, j'allais dire par chance et aussi parce que j'ai mis en place les choses qui m'ont permis de rebondir. Et du coup, parmi ces choses mises en place, il y a eu de la psychothérapie, il y a eu des médecins avec des médicaments et un bilan de compétences. Bilan de compétences, du coup, qui m'a permis de voir qu'est-ce que j'allais faire après et qui a découlé sur du coup le fait de créer mon entreprise. Et c'est là où je me suis dit, parce qu'en fait, je me suis aussi aperçu à ce moment-là que moi, j'ai pas trop le profil de quelqu'un de salarié et d'être collaborateur dans une entreprise. J'aime beaucoup prendre des responsabilités. J'ai pas du tout peur de ça. J'ai un profil plutôt de leader. J'ai besoin de personnes qui me mettent une pique au cul pour avancer. J'ai pas forcément besoin d'une carotte financière qui me dise tu auras ton salaire à la fin du mois. En fait, j'ai pas besoin de tout ça. Je suis quelqu'un qui sait me mettre en action tout seul. J'adore créer des projets. Voilà. Et du coup, la posture que j'ai maintenant de chef d'entreprise me convient beaucoup mieux. Je m'éclate beaucoup plus au quotidien. C'est donc plus naturel. Plus naturel à la personne avec la personne que je suis, tu vois. Et du coup, voilà. Donc, en fait, gros moment de down, tu vois. Je suis descendu très, très bas. Et puis après, je suis remonté assez fort, assez vite d'un coup, en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là où j'ai créé l'entreprise. Où, voilà, je me suis aperçu que ce que j'avais fait pour moi, mes projets immobiliers d'investissement locatif, on n'en a pas parlé, mais en gros, j'ai investi du coup dans l'immobilier entre mes 23 et mes 30 ans, tu vois. Donc, ce que j'avais fait pour moi, je pouvais le faire pour d'autres personnes. Et du coup, en fait, c'est parti comme ça, quoi. Et puis, tu pars d'une feuille blanche et puis après, tout s'est enchaîné. Et puis voilà. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que tu évoques. Tu disais, voilà, j'ai une situation qui était peut-être un peu rêvée au départ quand tu faisais de la danse, professionnalisation, etc. Je vais un peu vivre de ma passion, tu vois, ce que beaucoup de gens rêvent aussi de faire. Oui. Bon, le rêve s'éteint un peu et c'est intéressant parce que du coup, le rêve s'éteint aussi parce que insécurité financière, et on a beau le dire tout le temps, hein, l'argent fait pas complètement le bonheur, mais il apporte quand même pas mal de confort, ne serait-ce que mental. Oui. Tu disais que, donc, effectivement, tu as eu un moment de down. Et tu nous as évoqué, et merci pour ça, les étapes que tu as en fait mises en œuvre. Mais cette période-là, elle a duré combien de temps? C'est-à-dire qu'il y a eu 9 mois d'activité. Et ce moment de down, il a duré combien de temps avant que justement tu réussisses à te relever? Parce que c'est pas si évident que ça, finalement. Ouais.
Ouais. Et globalement, dans très très fort, un bon 2 mois. Un bon 2 mois, ok. Un bon 2 mois, tu vois, 2 mois et demi. Et après, la remontée, pareil, 2 mois et demi. Donc, ça n'a pas duré longtemps. Hein, parce ça n'a pas duré longtemps, effectivement. Vu comme j'étais down, les personnes qui me connaissent et toutes les personnes autour de moi ont subi ça, hein, que ce soit ma famille, mes amis, mon ex-copine aussi, tout particulièrement. Mais donc, ça a été... c'est arrivé subitement. C'était inattendu. Ça fait ressurgir énormément de choses, ces moments-là. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé qu'une fois et j'espère que ça me réarrivera plus. Je pense que je suis beaucoup plus armé maintenant, donc voilà. Mais je te le souhaite. Ça arrive. Moi, ça m'est arrivé du jour au lendemain. Voilà. Un élément déclencheur dont je vais pas m'étendre dessus, mais c'est arrivé subitement du jour au lendemain. Ça a duré 2 mois et demi et j'ai été vraiment bas. Et puis après, je suis remonté très vite aussi. Je pense que c'est un peu moi, c'est ma personnalité. J'ai tendance à aller vite dans les choses. Et voilà. Et donc après, aussi, dans ces moments-là, je suis pas psychothérapeute ou quoi, mais je pense que dans ces moments-là, si tu mets pas en place des choses pour aller mieux, peut-être qu'avec le temps, tu vas mieux, hein, mais je pense qu'il faut mettre en place des choses. Je pense qu'il faut se faire accompagner et se faire entourer de professionnels. Il y a des professionnels dont c'est le métier, qui sont formés pour ça, qui sont de bons conseils. Après, dans ces moments-là, tu souhaites si possible d'avoir une famille et des proches et des amis qui sont force de soutien, ce qui est mon cas. Et pour ça, je ne les remercierai jamais assez parce que voilà, c'est des moments pas faciles. Mais voilà, j'ai pas de conseil à donner, mais si j'ai quand même un conseil à donner, c'est voilà, si à un moment de votre vie vous êtes pas bien, déjà il faut le temps de comprendre qu'on se sent pas bien, parce que déjà il faut le verbaliser et l'analyser. Et je pense qu'une fois qu'on commence à comprendre qu'on n'est pas bien, bon, moi j'ai été quelqu'un qui j'ai jamais eu peur de me faire aider, et à ce moment-là j'en ai eu besoin et j'ai été me faire aider, quoi. J'ai été voir des médecins, psychothérapeutes, et puis derrière un peu plus sur la partie professionnelle. Et sans ça aurait été différent. Mais en tout cas, ma dépression, parce que pour le coup moi j'ai pas peur de le dire, j'ai vraiment fait une dépression. J'ai été en dépression, tu vois, c'est vraiment le terme scientifique, hein, c'est une maladie qui peut durer très longtemps ou pas longtemps. Moi, ça n'a pas duré longtemps. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de me faire aider, quoi. Mais je trouve que c'est un message important que tu envoies qui est... en fait, ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Tu vois ? Oui. Et ça prévient pas. Et c'est pas parce que tu es en dépression que tu es, je sais pas, faible ou j'en sais rien. C'est que ça arrive. La question qui va se poser, c'est pas le fait de l'avoir, c'est qu'est-ce que tu mets en place par la suite pour t'en sortir, et ton exemple en est un bel exemple en tout cas. Ouais. Super, je voulais pas rentrer trop dedans, mais je trouvais que c'était intéressant en termes de message, parce que du coup, quand on voit les entrepreneurs, quand on voit ceux qui réussissent ou qui ont quelque chose qui leur tient à cœur, on a l'impression toujours que c'est une ligne droite et que tout c'est fait, parce qu'on voit que les résultats. Alors qu'en réalité, il y a tout un chemin qui fait que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui et tu es qui tu es aujourd'hui, quoi. Du coup, je vais reprendre encore une fois ce que tu évoquais par la suite. Tu crées une entreprise qui se base sur ton expérience concrète du terrain. C'est-à-dire que donc, tu démarres une entreprise d'immobilier, pour le coup, parce que toi-même, tu as eu des expériences, je suppose, suffisamment positives pour te dire que tu allais le faire. Qu'est-ce qui te fait déclencher ce choix de l'entrepreneuriat, même si du coup tu l'as évoqué, c'est quelque chose qui faisait partie de toi, etc. Mais bon, ça veut dire quand même administratif, ça veut dire plein de choses. Comment ça démarre ? Comment ça démarre du coup, donc c'est ce que donc je te l'ai un peu dit. À ce moment-là, je me suis dit, je veux monter une entreprise. Donc après se pose la question de dans quoi, en l'occurrence, du coup, dans ce j'ai testé, c'est pas fait pour moi. Ok, très bien. Et concrètement, là, vraiment, la feuille, je l'ai encore, je la garde, entre guillemets, précieusement. Je me suis mis devant une feuille blanche et je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire, qui me fait kiffer, où je pourrais faire sans être rémunéré, ce serait ok, tu vois. Donc, du coup, est ressorti la danse. J'ai testé professionnellement, c'est pas fait pour moi, ok. Et après, est ressorti, en effet, quand je fais de l'immobilier et de l'investissement immobilier, donc au sens général, parce qu'après, il y a tout un tas de choses à l'intérieur, mais j'aime ça et j'ai pas l'impression de travailler. Ok, super.
Et du coup, en face, j'ai mis comment est-ce que je peux gagner de l'argent. Et en fait, il se trouve qu'en faisant de l'immobilier, très vite, je me suis dit, je peux gagner de l'argent en faisant ça. Je peux proposer des services à des gens et tout ça. Et en fait, moi, c'est parti comme ça, quoi. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, depuis, en gros, si tu veux, 23 ans sorti d'école, c'est à ce moment-là où j'ai découvert l'investissement en général. Ouais. Très vite, je me suis passionné pour l'investissement immobilier. Je pense du fait, tu vois, l'école d'ingénieur et tout, domaine qui me parlait particulièrement, même si en soi, j'ai des connaissances en bourse, en crypto-monnaie, en private equity, dans d'autres domaines de l'investissement, mais en tout cas, domaine qui m'a passionné. Par extension, après, j'ai touché du doigt le développement personnel. Et en fait, tout ça fait que de mes 23 ans à en gros, j'ai créé ma boîte, je devais avoir 27 ans. Pendant ces 4 années-là, je me suis énormément formé sur des sujets autres que ce que j'avais fait en école d'ingénieur. Donc, beaucoup de formations en immobilier, en investissement en général. Et ensuite, développement personnel, c'était plus lecture de livres, écouter des podcasts comme on est en train de faire, écouter des vidéos sur YouTube, tout ça. Et j'en ai mangé, tu vois, j'en ai gobé des heures à écouter des choses. Et en fait, tout ça fait que je pense que je suis parti au départ, quand j'ai créé la boîte, avec un bagage. Je suis pas parti de 0-0, tu vois. J'avais déjà écouté énormément de podcasts d'entrepreneurs, j'avais lu des livres, tu vois, les livres d'Elon Musk, de Steve Jobs, tout ça, tu vois, des biographies et tout qui m'avaient inspiré. Et donc, je pense que je suis pas parti de 0, entre guillemets. Et donc après, ça s'est enchaîné, quoi. Donc, moi, les premiers steps, ça a été business model, quoi. Qu'est-ce que je vends, à qui et pour combien. En parallèle, un tout petit peu de financement bancaire. En parallèle, rentrer dans une pépinière d'entreprise. En parallèle, une charte graphique, un site internet. Tout ça, ça m'a pris 6 mois. Et au bout de 6 mois, voilà, t'as un site internet, t'as des bureaux. T'as une proposition de valeur pour lequel t'as mis des tarifs en face, et puis après avec ton bâton de pèlerin faut aller trouver des clients, quoi. Ouais, voilà. Ça s'est fait comme ça pendant 6 mois. C'est marrant parce que du coup on voit souvent, encore une fois je le répète, on voit souvent l'arrivée des gens, mais on voit pas tout ce qui les a amenés à cette arrivée là. C'est-à-dire que c'est bien ce que tu décris, c'est que avant d'avoir lancé tout ça, il y a quand même beaucoup de temps à écouter des choses, à t'informer, te former, donc à dépenser de l'argent pour espérer en avoir dans le futur. Non, mais c'est. Ah non, mais tellement. On se rend pas compte. Investir en toi, c'est vraiment été une stratégie finalement assez naturelle et importante. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à investir en eux parce que du coup, cet argent, on a l'impression qu'il faut qu'on le garde. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui nous permet de faire fructifier autrement. Investir en soi, c'est. J'allais dire le meilleur investissement. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un des meilleurs, mais c'est très certainement le meilleur. Parce qu'il y a investir en soi dans notre capacité, c'est-à-dire on développe nos propres capacités, mais il y a aussi investir en soi dans le sens où rencontrer des gens qui parfois vont nous permettre de faire autre chose. Et on le sait parce qu'on fait partie de la même communauté, ça nous apporte aussi des regards, des perspectives, des ouvertures, parce que parfois on est bloqué, nous, dans notre spectre et notre référentiel, et tu as des personnes pour qui ils ont déjà largement explosé ces blocages-là. Clairement. Mini parenthèse, trouver ton nom d'entreprise, ça a été compliqué ou pas? Non. Non, écoute, ça n'a pas été compliqué. Alors... en fait, donc, quand j'ai créé cette boîte, au début, donc, j'étais tout seul et je pensais rester tout seul. Enfin, j'avais pas prévu de créer une entreprise au tout début. Ok. J'avais prévu d'être tout seul, de faire mes projets IMO, d'accompagner mes clients, faire du service en direct, à Saint-Etienne, faire du service en direct. Et très vite, ça a évolué. Après, en fait, au tout début, j'avais pas pris l'ampleur du projet que j'étais en train de créer, de l'entreprise que j'étais en train de créer. Donc, très vite, j'ai dû me staffer, me structurer, embaucher des gens et tout ça. Mais du coup, vu qu'au tout début, moi, j'avais prévu d'être tout seul dans le truc. Je m'appelle Tristan Montillet. Je me suis dit, je fais de l'immobilier, je vais prendre Monte et Imo, tu vois. J'ai pris le Monte, j'ai collé Imo derrière et feu, tu vois. Donc ça s'est fait comme ça, ouais. Et du coup voilà, donc là on va en parler, je pense, mais du coup tu vois 3 ans plus tard on change de nom, ouais, parce que du coup je suis associé, on est 15, tu vois, donc moi-même j'ai plus envie que l'entreprise porte le début de mon nom de famille, quoi. Et justement on va rentrer dans cette histoire-là parce que je trouve que c'est intéressant. Tu as fait ton entreprise avec cette envie à toi au départ
de créer quelque chose que tu savais faire, qui pouvait te ramener de l'argent, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Tu fais ça pendant combien de temps avant d'avoir une conversation sur une potentielle association? Du coup, donc Alexandre, qui est mon associé, a démarré. Le fameux Alex dont on a évoqué au départ. Donc, il a démarré en alternance avec moi. Et du coup, donc, mais je pense qu'il a raison, mais du coup, dans les visios qu'on s'est faites avant que je le prenne en alternance, moi je me souviens pas de ça, mais lui il s'en souvient et il me dit qu'on avait déjà parlé du fait de s'associer. En fait, je pense que ça venait surtout beaucoup de lui, parce que c'est un mec, tu vois, moteur et tout. Et en gros, lui il m'avait déjà verbalisé, de toute façon, si ça se passe bien, j'aimerais bien avoir des parts dans l'entreprise. Et moi j'avais dit un peu en mode oui, bah ok, on verra, tu vois. En tout cas, pour lui, quand on en parle, il me dit que il estime que dans ma tête c'était déjà assez clair qu'on allait s'associer, alors que la réalité c'est que ça l'était pas, hein. Sincèrement. Et voilà. Alexandre, et coup, si tu entends ça. Du coup, non, mais bon. De toute façon, vous en parlez entre vous. Non, mais exactement. Mais voilà, non, parce que je pense que Alexandre, en tout cas, maintenant que c'est mon associé depuis plus d'un an, je pense que lui, quand il est arrivé, il avait déjà en tête il avait déjà en tête de vouloir s'associer, si ça se passait bien, tu vois. Oui, après, c'est un mec aussi qui se projette beaucoup, qui anticipe beaucoup, donc je pense que lui, il s'était déjà approché de dire, ok, je rentre en alternance et après, on va s'associer. Alors que voilà, moi à la base non, c'était pas ça. Et puis après, tu commences à travailler ensemble et en fait du coup au tout début on était tous les deux. Maintenant on est 15. Mais voilà, après l'association on pourra en parler, hein, ça a des avantages et des inconvénients. Moi c'est vrai qu'actuellement je vois énormément d'avantages et voilà, et avec Alex on s'entend trop bien. Donc du coup je sais plus quelle était ta question, mais globalement entre le début où on a commencé à travailler ensemble, en fait, c'est combien de temps, le fait de s'associer, en fait, combien de temps tu as mis entre le fait d'être seul à bord et puis de décider finalement de donner un petit peu, tu sais, parce que du coup, c'est un peu ton bébé à toi, vu que c'est toi, en fait, l'entreprise au départ. Mais de faire ce choix, de te dire, maintenant, finalement, je vais essayer de m'ouvrir des perspectives en donnant un peu de moi, mais du coup, forcément, je perds aussi autre chose. Et cette décision, je trouve qu'elle n'est pas toujours évidente. Clairement. Alors du coup, avec Alexandre, on ne s'est pas associé dès le début. En fait, moi, il y a eu l'aspect... Il a démarré en alternance avec moi. Donc là, déjà, il faut apprendre à... S'appréhender aussi un peu, ouais. Voilà, tu vois, c'était mon collaborateur au début, tu vois. Collaborateur, collègue de travail. Au début, au tout début, mon assistant. Et en fait, très vite, vu que c'est quelqu'un d'excellent, en fait, il a pris les responsabilités et tout ça. Ouais. Et donc, en fait, cette boîte, on a développé tous les deux. Et lui, il n'avait pas de part dans l'entreprise. Et en effet... quand même assez rapidement, hein, au bout de 4-5 mois, lui m'a verbalisé, il m'a dit moi j'adore ce qu'on fait, ça m'intéresserait clairement d'avoir des parts dans l'entreprise. Et il s'est donné, tu vois, il s'est donné vraiment. Il n'a pas travaillé comme un alternant classique. On a travaillé les week-ends ensemble et tout, et il n'avait pas de part dans l'entreprise, tu vois. Donc ça a fait son bonhomme de chemin jusqu'au moment où donc moi voilà, plein de discussions, plein de discussions. Et puis t'apprends à travailler avec la personne, tu vois si t'as les mêmes valeurs, si t'as surtout la même vision des choses. Nous, en l'occurrence, avec Alexandre, du coup, on a énormément discuté et à horizon 5 ans, à partir du moment où on s'est associé, on savait et on sait qu'on a la même vision à 5 ans. Après, tu vois, il peut se passer des choses pendant ces 5 prochaines années, mais sur le principe, on est parti dans la dynamique de ok, on sait qu'on va dans la même direction, tu vois. On sait qu'on va dans la même direction. Et donc voilà. Et donc après, il y a eu une association qui était donc informelle, en tout cas pas juridique, où en gros on s'est mis d'accord. Moi je lui ai dit ouais, c'est ok pour qu'on s'associe, je vais te filer des parts. Et donc là on est venu à discuter avec notre expert comptable, et notre expert comptable en gros il nous a dit franchement les gars, attendez votre bilan de fin d'année, on fera tout ça à la fin de l'année. Et donc vu que c'était en gros plus que serré dans la main, moi je lui ai dit donc voilà, on peut dire dès maintenant qu'on est associé, même si on n'est pas encore juridiquement parlant, on fera ça à la fin de l'année quand on clôturera le bilan. Et donc voilà, mais ça a mis une petite année, tu vois. Une petite année de travail ensemble et de discussion surtout. Mais c'est intéressant parce qu'au final, tu as commencé seul, ça n'a pas duré si longtemps que ça avant, si tu veux, de commencer à grossir, ce qui est déjà top. Et du coup, vous êtes 2. Comment est-ce que vous finissez à 15 ? Enfin, finir. Encore une fois, aujourd'hui, vous êtes 15. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette aventure-là ? Parce que finalement, embaucher des gens, ça veut dire qu'il faut aussi structurer plus l'entreprise. Il y a tous ces aspects-là qui sont intéressants. Et du coup, donc, tu pars avec ton bâton de pèlerin, tu trouves tes premiers clients. Nous, le début d'un projet immobilier, c'est de
donc c'est de faire la structuration juridique et fiscale des projets immobiliers de nos clients et de dire combien ils peuvent emprunter. Enfin voilà, de faire de la structuration juridique, fiscale et financière, en gros. Donc ça, c'est le point de départ. Donc ça, je l'ai fait. Enfin voilà. Et donc après, il faut trouver des biens immobiliers pour nos clients. Donc du coup, les tout premiers clients, c'était moi qui le faisais. Et du coup, en fait, très vite, je m'aperçois que, en fait, faut trouver des biens pour les clients, plus continuer à faire du commerce, plus faire de la communication, plus. Ouais. Parce qu'on fait beaucoup de choses quand on est chef d'entreprise. Et très vite, j'avais plus le temps de tout faire, quoi. Même avec Alexandre, lui et moi, lui, des fois, il était un peu à l'école, donc plus le temps de tout faire. Et donc, je me suis dit, faut que je délègue une partie, quoi. Donc, en l'occurrence, moi, la première partie que j'ai déléguée, c'est la chasse immobilière, donc le fait de trouver des biens immobiliers pour nos clients. Donc, voilà, j'ai recruté une chasseuse immobilière qui était du coup indépendante. Il y a pas mal de nos chasseurs immobiliers qui sont indépendants, quand même. Enfin, le métier veut ça, en fait, parce que entre quand on commence à travailler sur un projet et le fait qu'on soit rémunéré, il se passe en moyenne 6 mois, quoi, parce que nous, on est rémunéré à l'acte authentique. Oui. Donc, en fait, voilà, on commence à travailler sur un dossier, on est rémunéré 6 mois plus tard. Et du coup, salarier quelqu'un, c'est possible. On a 2 chasseurs immobiliers qui sont salariés, parce qu'on peut se le permettre. Maintenant, on a la trésorerie pour, mais au tout début, en fait, tu peux pas te le permettre, parce que pendant ces 6 mois-là, s'il faut que du coup, t'as tes charges fixes avec le salaire que tu dois payer à ton chasseur immobilier, si tu es rémunéré 6 mois plus tard, il y a un moment où ça ne fonctionne pas financièrement parlant. Il y a un décalage au départ qui est dur, quoi. Donc du coup, ça a été ça en fait. Au tout début, du coup, déléguer la chasse immobilière, qui m'a permis de continuer à me concentrer sur le fait de trouver plus de clients. Donc voilà. Et après, arrivé au premier chantier, pareil, les premiers chantiers, je les gère moi. Et en fait, très vite, faut gérer les premiers chantiers, plus manager ta chasse immobilière, plus continuer à trouver tes clients et faire de la communication. C'est chaud. Du coup, je recrute un responsable travaux, tu vois, Ghislain, que tu connais bien. Oui, tout à fait. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça, en fait, au fur et à mesure qu'on a avancé dans les prestations, moi, je sais faire et j'aime bien, en plus, faire de l'opérationnel, tu vois. Mais du coup, je peux pas être de partout. Moi, j'ai une capacité à déléguer qui est importante. J'ai pas trop peur de ça. Enfin, en tout cas, ça me fait pas peur de déléguer. Alors après, en effet, il faut structurer les choses, il faut trouver les bonnes personnes. Donc, il y a des sujets de recrutement, il y a tout un tas de sujets. Mais en tout cas, moi, je suis pas du genre à tout garder pour moi, à dire il vaut mieux que je le fasse moi. Ce sera peut-être mieux fait que si je le fais faire à quelqu'un d'autre. Ça peut être mieux fait, moins bien fait. En tout cas, ce sera fait différemment, ça c'est sûr. Après, je pense que quand on donne les guidelines et qu'on dit, en tout cas au tout début, tu vois, Ghislain, quand il a commencé à travailler avec moi, voilà, en effet, je l'ai pas mal formé, voilà, ma façon de travailler et tout. Et maintenant, que ce soit fait par Ghislain ou par moi, j'ai envie de dire que c'est quasiment pareil. Et je pense que c'est même mieux fait par Ghislain, tu vois. Et donc voilà, donc en fait c'est en avançant. Et tu vois, la gestion locative, c'est pareil. Maintenant on a Ilona, Ilona, pareil, la gestion locative, bon, elle est de formation en immobilier, donc elle savait déjà faire. Moi je lui ai amené toutes mes connaissances et mes compétences en plus. Après il faut mettre en place des outils, il faut structurer tout ça. Mais du coup au fur et à mesure tu délègues. Et du coup t'en arrives à 15, quoi. À une quinzaine. Et paf, on a des chocs à pic, quoi. Ouais, non, mais tu vois, ça prend 3 ans quand même. Hein. C'est ça. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans le parcours, parce qu'au final, ça a grossi très vite. Ça veut dire que non seulement tu as eu, on va dire, l'étincelle du départ pour allumer la mèche pour toi, tu y allais. Ensuite, tu as accepté par des rencontres, parce qu'encore une fois, tu es tombé sur un Alexandre avec qui ça fitait, avec qui vous aviez la même vision. En fait, vous vous êtes dit, ok, go, tu vois. Parce qu'en final, t'en sais rien. Hein, ça dure 5 mois à peu près le démarrage, puis après, vous vous lancez. Et puis, effectivement, il s'avère que vous avez un appel qui est suffisamment fort. Tu oses y aller. Parce que ça veut dire que quand tu commences à prendre soit des indépendants, soit des salariés, c'est quand même des frais qui vont arriver. Il faut aussi pouvoir les assumer. Donc, c'est aussi un certain courage derrière. Le questionnement que j'ai, c'est, donc on en arrive à 15, mais donc dans ce processus de structuration-là, il y a bien un moment où il a fallu partager les valeurs de l'entreprise. Ou en tout cas, ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, tu vois. Et du coup, je me rappelle de ce que tu nous évoquais de la première boîte dans laquelle tu étais allé, tu vois, où vraiment, les gens, ils aimaient pas venir au boulot, etc. Tu vois. En tout cas, j'avais l'impression que ça t'avait marqué. Qu'est-ce qui, pour toi, était important de partager aux personnes qui travaillent avec toi ? Très intéressant, enfin super question, merci pour la question. Alors donc
Ouais, les valeurs de l'entreprise, tout ça. Déjà, moi, je suis intimement convaincu qu'en tant que chef d'entreprise, on est comme tu as dit, l'allumette un peu, les personnes qui démarrent. Je pense qu'il faut faire preuve d'exemplarité. C'est important pour les collaborateurs, les clients, les partenaires, tout ça. Donc déjà, il y a ça, hein, faire preuve de professionnalisme et montrer l'exemple en fait. Je pense que c'est une vraie réalité et je sais pas si c'est sous-estimé ou pas, mais en tout cas, montrer l'exemple. Moi, Ghislain arrive très tôt au bureau, mais souvent j'arrive pas trop tard et je repars un peu plus tard, tu vois. Donc ça, c'est montrer l'exemple. Après, donc je pense que les valeurs des dirigeants ruisselle automatiquement sur l'entreprise. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé énormément. Mes valeurs à moi, mes valeurs personnelles. Personnelles, ouais. Avec toi qui es coach, tu sais, hein, c'est des choses qu'on travaille avec des coachs. Donc, moi, j'ai eu une coach pro. D'ailleurs, ça, c'est un sujet aussi. Dès le début de l'entreprise, j'ai eu une coach. Dès le début. Et donc, on a travaillé sur ces sujets-là, les valeurs et tout ça. Donc, maintenant, je travaille avec Andrea, que tu dois connaître, qui est dans Youmento. Qui est du coup mon coach, et après on travaille sur des sujets de biohacking et d'optimisation d'énergie personnelle au quotidien, au service de soi et de son entreprise. Mais du coup, donc c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé. Quelles sont mes valeurs à moi ? Je pense que les valeurs, du coup, elles ruissellent assez automatiquement sur l'entreprise. Après, du coup, il faut trouver des collaborateurs qui fit avec ces valeurs. Leur transmettre, ça s'est fait naturellement au début, parce que vu qu'ils ont travaillé avec nous au quotidien, nos valeurs, elles ont ruisselé assez facilement. Ghislain, qui plus est, c'était un ami. Donc, on se connaissait depuis longtemps. Il savait qui j'étais. Alexandre, c'était pas le cas. Ilona et les autres collaborateurs, c'était pas le cas. Mais voilà, je pense qu'au tout début, quand tu es une petite entreprise, les valeurs des dirigeants se ressentent, tu vois, tout de suite auprès des collaborateurs. Après, quand tu grossis, donc maintenant, on a un culture book. En effet, on a un culture book. Depuis 3-4 mois, culture book qui a été transmis à tous les collaborateurs et qui est transmis dans la phase de recrutement à toutes les personnes. En fait, nous, dans notre processus de recrutement, c'est on reçoit des CV, on fait du tri de CV. Les CV qui nous paraissent intéressants, on envoie un mail avec la présentation de l'entreprise, une liste de tâches et de missions détaillées qui vont un peu plus loin que l'offre d'emploi qu'ils ont pu voir sur Internet, et le culture book et les réseaux sociaux de l'entreprise. Et du coup, dans le mail, c'est écrit très clairement, c'est nourrissez-vous de tout ça, prenez connaissance de tout ça, et derrière, si vous êtes toujours intéressé, répondez-nous par mail. En effet, le poste et l'entreprise m'intéressent. Ça fait du tri. Sincèrement, ça fait du tri. Ouais. Je te jure, il y a des personnes à qui j'envoie de mails, ils me répondent jamais. C'est que ça fait du tri. Donc maintenant, du coup, ces valeurs-là sont beaucoup plus ancrées dans le marbre et dans un culture book. Moi, je me suis nourri du coup, et aussi, c'est pour ça que moi, je trouve ça bien que j'ai pas créé mon entreprise sortie d'école. Je me suis nourri de ce que j'ai pu voir en entreprise pendant globalement 4 ans, parce que j'ai travaillé 4 ans dans des entreprises. Ouais. J'ai vu des choses qui fonctionnaient. Sincèrement, quand je fais le parallèle entre ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas, j'ai vu quand même beaucoup de choses qui fonctionnaient pas, franchement. Et du coup, tout ce que j'ai vu qui, de mon point de vue, ne fonctionnait pas, je l'ai pas implémenté dans mon entreprise, en fait. Donc, t'as des exemples ? De quoi ? T'as des exemples ? Des exemples, tu vois, par exemple, chez nous, il n'y a pas d'horaire. Okay. Peu importe le statut de la personne, stagiaire, alternant, t'es cadre, t'es pas cadre, t'es au forfait jour, pas au forfait jour, il n'y a pas d'horaire. Jusqu'à présent, ça fonctionne. Le jour où j'aurai un collab, on lui dit, il n'y a pas d'horaire, il faut rien, il arrive à 10h et il repart à 15h tous les jours et il produit pas de résultats, cette personne-là, elle aura des horaires. Ouais. Et puis cette personne-là, en général, on arrêtera de travailler ensemble. Oui, c'est possible. Mais tu vois, chez nous, il n'y a pas d'horaire. Et je sais que c'est quelque chose, tu vois, Sacha qui est arrivé chez nous récemment, ça l'a étonné. Dans son agence immobilière où il bossait avant, en fait, il devait être là de 9h à midi. Il avait 2 heures de pause le midi. Il me dit ça lui servait à rien du tout, mais il avait pas envie d'avoir 2 heures de pause. Et après, c'était 14h, 18h. Et Ilona, c'était pareil. Tu vois, son ancienne, elle avait un maître de stage qui lui donnait rien à faire. Des fois, à 15h, elle avait plus rien à faire, mais elle était obligée de rester là jusqu'à 18h. Et en fait, moi, je trouve ça mais d'une bêtise sans fin. Et du coup, moi, mes collabs, en fait, ils n'ont pas d'horaire. Il y a du travail à réaliser. Nous, on ne juge pas autant de présence, on juge qu'au résultat. Donc, en fait, moi, comme je dis en entretien, tu peux travailler 70 heures par semaine si tu as envie, si tu ne produis pas de résultats. Parce que tu n'es pas organisé, tu n'es pas efficace, tu n'es pas plein de choses. Mais moi, je m'en fous, en fait. Je préfère avoir un collaborateur qui vient travailler 30 heures par semaine, mais il est tellement organisé, efficace, entre guillemets, excellent. Mais moi, ça me convient, tu vois. Donc, tu vois, ça, c'est un exemple. Nous, il n'y a pas d'horaire chez nous. Pareil, sur les congés.
Les congés, mais moi, mes collabs, ils ont pas forcément à me prévenir qu'ils posent des congés, tu vois. Moi, je leur dis, bah, ouais, enfin, tu veux poser des congés, tu veux prends ton vendredi. Mais même, t'as pas besoin de me prévenir, tu vois. Tu as un rendez-vous chez le médecin. Déjà, tu vas pas poser une demi-journée parce que tu as un rendez-vous chez le médecin. Enfin, fais ton rendez-vous chez le médecin. Je veux dire, tu as une vie personnelle, il faut bien la caler dans ta vie professionnelle. Ne pose pas une demi-journée parce que tu vas chez le médecin. Si tu as des gros problèmes de santé et que ça se reproduit toutes les semaines et que tu dois prendre des demi-journées, on en discute. Discutons-en, ouais, voilà, ne pose pas de demi-journée. De toute façon, nous, notre travail, quand même, il se fait beaucoup sur ordinateur et par téléphone. Donc, au final, tu vas aller chez le médecin, mais dans la salle d'attente, tu peux travailler. Tu vas avoir une demi-heure de rendez-vous. Après, tu vas revenir au bureau. Bah, tu resteras travailler une demi-heure plus tard. Et même si tu restes pas travailler une demi-heure plus tard, encore une fois, je m'en fous. Je juge au résultat. Et je veux que tu sois bien dans ta vie, tu vois, de tous les jours. Donc il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben voilà, régulièrement, ouais, on essaie de se faire des restos. Voilà. Et puis après, si une autre de nos valeurs, enfin, on en a plein des valeurs, mais sur l'aspect responsabilité, tu vois. Nous, nos collabs, on a envie qu'ils prennent des responsabilités. Tout le monde n'en est pas capable, mais en tout cas, ceux qui en sont capables, les responsabilités, on souhaite qu'ils les prennent et on leur donne, qui plus est, tu vois. Ghislain, notre responsable travaux, il est responsable travaux. Moi, il vient me voir s'il a des questions, s'il a besoin, mais c'est pas moi le pôle travaux, c'est son pôle travaux à lui. Ouais. Donc il le gère en autonomie. Donc tu vois, c'est pas une valeur l'autonomie, mais en tout cas ce qui découle de ça, c'est responsabilité, autonomie. Nos collabs, on souhaite en effet qu'ils prennent leur responsabilité. Donc quand tout se passe bien, ben, c'est trop cool. Et qui plus est, comme je te disais, on juge au résultat, donc on rémunère au résultat aussi. Et si ça se passe pas bien, on peut faire des erreurs, ça arrive, mais c'était ta responsabilité. Donc, il faut aussi dire, j'ai fauté, j'ai fait une erreur. Et globalement, les erreurs ne sont jamais trop graves. Donc, mais prends expérience de cette erreur-là et la prochaine fois, tu la referas pas. Et puis après, nous aussi, on est toujours disponibles, Alexandre et moi, enfin voilà, je pense que mes collaborateurs pourraient en témoigner. J'ai pas mon téléphone, je réponds très peu au téléphone, sauf à mes collaborateurs et à mes clients, tu vois. Donc mes collaborateurs, quand ils m'appellent, je réponds. Voilà, il y a un aspect aussi formation derrière, tu vois. Nous, nos collaborateurs, on leur donne tout, tu vois. Moi, mon collab, il me dit j'ai besoin que tu m'achètes un téléphone. Oui, bah très bien, je t'achète un téléphone. Même limite, dis-moi quel téléphone tu veux. Tiens, voilà la carte de la boîte, achète-le. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui découle. C'est en fait, on veut que nos collabs soient dans de bonnes conditions de travail. Dans de bonnes conditions de travail et aussi la vie pro et la vie perso, pour moi, c'est intimement lié. Et en fait, on se sent bien dans sa vie en général. Déjà, il faut être bien, si possible, dans sa vie perso. Donc, des fois, on a des coups de mou, on a des coups durs, et ça arrive, et on en parle, tu vois. Enfin, moi, des fois, mes collabs, ils viennent au bureau, ils ont des coups durs sur la vie perso. Bah, je l'entends, tu vois, et c'est OK. Mes parents ont un problème de santé. Bah, OK, je comprends que tu sois un peu moins à fond en ce moment. Et il n'y a pas de souci, en fait. On va réajuster, tu vois. Et après, ta vie pro, il faut que tu la calques sur ta vie perso. Ghislain, il a des enfants, il a 2 filles. Bah, il a envie d'aller les chercher à l'école, tu vois. Bah, du coup, c'est pour ça il arrive un peu plus tôt au bureau, tu vois. Et c'est marrant parce que dans son ancien taf, il travaillait moins d'heures. Il avait moins d'heures de temps de travail dans la semaine. Et par contre, il voyait moins ses gamines, tu vois. Et chez nous, il travaille plus en nombre d'heures. Et il passe plus de temps avec ses filles. Et ça, il est trop heureux, tu vois. Parce que du coup, ses filles, bah, c'est vrai que nous, il part du bureau, j'allais dire pas tard, enfin, il part à l'heure qu'il a envie, mais en effet, nous, il peut partir du bureau à 15h30, ça nous pose pas de problème. 15h30, 16h, comme ça, il va chercher ses gamines à l'école. Par contre, le matin, bah, en effet, il arrive tôt, tu vois, 6h, 6h15, il est là. Mais c'est vrai que. Mais ça, en fait, moi, ça me va. On le dit souvent, tu vois, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et quand tu réussis à trouver les gens qui utilisent ce pouvoir en maintenant une certaine responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de toi au final aussi, ça devient magique parce que du coup, tu réussis à avoir une flexibilité dans un cadre commun qui fait que ça ne peut être que positif pour tout le monde. Et au pire des cas, et c'est ce que tu as évoqué et que je trouve très intéressant, s'il y a des soucis, si vous avez cette capacité à pouvoir vous le dire, bah en fait, tout va bien parce que bah, on reste des êtres humains finalement avec chacun et chacune notre vie à côté. Si en plus, lorsque les erreurs, on arrive à les accepter ensemble et qu'on réussit à apprendre, parce qu'effectivement, quand tu as une erreur une fois qui n'est pas trop grave, ça va. Puis même si elle est grave une fois, c'est une discussion à avoir en tout cas. Mais au moins, on apprend dans le futur. Mais ça crée aussi une relation qui fait que bah, tu as plus confiance en une personne avec qui tu as créé une relation comme ça qu'un nouveau qui débarque et qui, sur le CV, apparaît tout beau, quoi. Donc,
En tout cas, je trouve ça impressionnant de voir qu'effectivement, en l'espace de 2-3 ans, il y a à la fois eu la flamme initiale, une association, des collaborateurs et collaboratrices qui sont arrivés, et du coup, je l'ai découvert pendant que tu le disais, mais le fait d'avoir créé un culture book, c'est quelque chose qui est important parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont ancrées. Donc, encore une fois, ça peut bouger dans le futur. En plus, quand il y a un nom qui change, généralement, il y a peut-être un esprit qui change aussi avec. Mais le fait d'avoir posé les choses, ça rend explicite, ce qui fait que quand on travaille chez nous, chez toi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Et si tu me dis en plus que ça filtre, je pense que c'est d'autant plus positif que ça filtre. Que ça veut dire au moins que tu n'as pas besoin de te taper une personne pendant je ne sais pas combien de temps qui vient juste chercher un salaire au bout du mois, quoi. Je t'explique pourquoi je rigole, parce que dans le mail que j'envoie au CV qu'on reçoit et que j'ai filtré du coup, parce qu'en ce moment c'est encore moi qui m'occupe de ça, et là on a quelqu'un qui va arriver aussi sur cette partie-là, une responsable administrative financière et qui fera aussi du recrutement, bref. Je l'écris en fait à la fin du mail. Bon, il y a le culture book, tout ça, hein, mais du coup la phrase c'est quelque chose comme si vous cherchez juste un travail, avec des guillemets, vous n'êtes pas la personne qu'on recherche, et du coup, ne répondez pas à ce mail-là. Nous, on cherche en effet des collaborateurs qui soient investis. Et comme tu l'as compris, nous, l'investissement qu'on demande, c'est pas donne-nous ta vie et on va te saigner jusqu'à l'ongle. C'est pas du tout ça. C'est nous, on veut des collaborateurs qui soient du coup investis, qui aient la banane en fait, qui aient envie de venir travailler, que quand ils arrivent au bureau, ils soient contents d'être là, tu vois. Et donc, en effet, si vous cherchez juste un travail, c'est pas chez nous. Ou en tout cas, c'est pas chez nous tout de suite maintenant. Là, tout de suite maintenant, avec la taille de l'entreprise et la dynamique dans laquelle on cherche des collaborateurs, en effet, qui soient investis, qui sont contents de venir travailler et tout ça. Avec l'évolution de l'entreprise, forcément, nous, on le sait très bien, au fur et à mesure, il y a des personnes qui seront peut-être un peu moins investies et tout. Et après, il faut tout dans une entreprise. Il faut des personnes qui soient investies, qui vont peut-être être sur des postes un peu plus de manager, d'encadrant, et on insuffle une dynamique. Et après, il y a des personnes qui seront peut-être un peu plus exécutantes. Et ça peut être OK si c'est des personnes qui sont pas pleinement investies. Et encore, moi, je pense que même quand on est un peu plus exécutant, je veux dire, et moi, je suis aussi agréablement surpris de toutes les candidatures qu'on reçoit. Parce que franchement, je suis content et je suis heureux de voir qu'il y a des gens qui sont compétents, qui ont la tête bien faite, qui ont des belles valeurs et qui ont envie de bosser. Et nous, là, sur le poste de responsable administratif et financière, franchement, ça se bat. Ouais. J'ai reçu 160 CV. 160. J'ai reçu 160 CV, ouais. Donc, sur un poste je te dis, c'est responsable administratif, financière et bras droit des dirigeants. En gros, c'est ça. Poste clé, tu vois, pour nous. Un poste de cadre qui va évoluer avec l'entreprise, tu vois. 160 CV. J'ai fait 30 premiers entretiens, tu vois. Et puis après, nous, il y a un entretien avec Alexandre, un entretien avec Ilona. Donc, il y a 3 entretiens. Ouais. Et ça se bat, tu vois. Il y en a qui nous ont envoyé des vidéos parce que moi, je mets dans le mail, si vous nous envoyez une vidéo, c'est cool. Il y en a une, on prend la décision lundi, tu vois. Il y en a une, elle a fait les 3 entretiens. À l'issue des 3 entretiens, elle nous a renvoyé une vidéo, tu vois, en disant, mais moi, j'ai trop envie de venir bosser chez vous et tout. Et moi, je kiffe, tu vois. Et tu te dis, des gens comme ça, il y en a, tu vois. Et en plus, moi, on m'avait dit, ouais, tu verras à Saint-Etienne, tu vas avoir du mal à trouver des gens impliqués, compétents et tout. Et en fait, non, pas du tout, en fait. C'est pas vrai. Après, c'est pareil, il faut aussi savoir attirer, tu vois, c'est pareil, ces gens-là. Moi, justement, il y a des fois des candidats, déjà, ils me disent, on commence l'entretien, ils me disent déjà, merci pour le mail avec toutes les informations, je sais où je mets les pieds, je comprends pourquoi je suis là et j'ai compris l'entreprise. Donc, déjà, rien que pour ça, merci. Et en fait, moi, du coup, moi, personnellement, je me dis, en fait, c'est juste normal. Mais en fait, moi, ça me paraît normal, mais je sais que la plupart, il y a plein d'entreprises et de chaînes d'entreprises qui réagissent pas comme ça. Et en fait, le monde du marché du travail, il évolue énormément. Mais en fait, moi, je suis chef d'entreprise, je suis pas, la balle, elle est pas que dans mon camp, elle est dans notre camp à tous les deux. Donc, il faut que tu aies envie de venir travailler chez moi, c'est sûr, mais il faut que moi, je te donne envie de venir bosser chez moi, tu vois. Et en fait, si je te vends pas un peu, du rêve et pas comme mes premiers employeurs qui m'ont vendu du rêve et derrière, c'est que du flan. Non, c'est derrière, il faut que ce soit la vérité, tu vois. Mais c'est donnant-donnant. Et ça, c'est un aspect qui est important que tu évoques parce que du coup, le positionnement que tu prends en tant qu'employeur, c'est que c'est bien une relation de partenariat. Oui. Je suis ton égal, c'est-à-dire que moi j'ai des besoins, toi tu peux potentiellement y répondre et ensemble on peut créer quelque chose de plus grand. Il y a aussi cette volonté en tout cas de ce que j'entends de ton discours, de faire plus ensemble que simplement là ce que je te demande à l'heure actuelle et potentiellement que tu auras des idées qui vont pouvoir me nourrir, etc. parce que tu as l'écoute et cette intelligence de le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes, quand tu vas en entretien,
t'as l'impression que t'es un peu au tribunal. Tu vois, et du coup, en fait, on va lire ton CV, on va te dire, toi, t'as fait ça, t'as pas fait ça, tu rentres pas dans les cases, du coup, ciao, tu vois. Et je trouve que, au contraire, il y a quelque chose de très inspirant dans la démarche que vous avez aujourd'hui, qui est que, on préfère travailler avec des gens avec qui on peut créer une relation long terme, quitte à découvrir des choses sur le chemin, plutôt que finalement être juste avec des zombies qu'il va falloir que des bras, quoi. Là, vous êtes en train de travailler avec des gens qui ont une tête, des bras, plein de choses en fait qui peuvent vous apporter, et je trouve que c'est la beauté de ce que tu nous décris. Donc merci bien pour ça. Et si possible, des gens qui se projettent aussi. Tout à fait, ouais. On aime bien quand les gens justement se projettent avec nous, si possible, voilà, moyen long terme. Puis après, il y a plein de choses qui découlent de ça. Enfin, après, on va pas parler que de recrutement, mais tu vois, il y a le recrutement, il y a l'onboarding de la personne. Nous, tu vois, donc la personne, déjà, il y a un onboarding, donc on lui envoie des choses avant qu'elle arrive, pour qu'elle, tu vois, elle se prépare, tout ça. Quand elle arrive, il y a une journée entière qui lui est consacrée, tu vois, pour elle. Donc c'est le manager qui a une journée entière de disponible pour la personne, pour lui faire tout son onboarding, répondre à toutes ses questions, tout ça. À la fin de la semaine, la première semaine, il y a un bilan de fin de première semaine où là, moi je suis là, ou Alexandre, en fonction des agences, plus le manager ou la manageuse. Donc c'est comment ça s'est passé la semaine. Tu as des questions. Qu'est-ce que tu as vu qu'on pourrait améliorer sur cette première semaine, tu vois, il y a ça. C'est un rapport d'étonnement d'une certaine manière. C'est un rapport d'étonnement de fin de première semaine. Après, il y a à la fin du premier mois, à la fin du deuxième mois, à 6 mois, et puis après, il y a les entretiens annuels, tu vois. Il y a tout ce suivi-là. Et donc après, en effet, il y a des collaborations. Enfin, ouais, sur les entretiens annuels, concrètement, c'est comment tu te sens tout ça, comment tu dois évoluer. Voilà. Et juste pour finir, et puis après, on va peut-être pas non plus s'étendre sur tout ça, mais en effet, sur l'aspect, quand tu passes un entretien, ça peut être un tribunal. Moi, là, j'ai fait beaucoup de premiers entretiens. C'est pas un tribunal. C'est structuré en 4 parties. C'est questions administratives, parce que j'ai des questions administratives. Après, c'est parle-moi de toi. OK ? Et après, on va échanger un peu sur toi. Il faut que ça tienne en 1 heure, parce que mon premier entretien, c'est 1 heure. Après, on va parler du poste et de l'entreprise. Et là, moi, quand on arrive au poste et à l'entreprise, c'est t'as reçu mon mail, il y avait plein de choses dedans. Est-ce que tu as des questions ? Et très souvent, il y en a. J'ai pas compris ça, ça se passe comment ? Est-ce qu'il y a des horaires ? Donc, je vais répondre à toutes tes questions. Je vais t'expliquer le poste et la personne qu'on cherche oralement. À la fin, je dis, par rapport à ce que je viens de te dire, est-ce que tu te projettes toujours ou est-ce que ça fait pas du tout de sens pour toi ? Et ça m'arrive des fois qu'on me dise, franchement, bof en fait, ou je suis pas la bonne personne, ou ça me paraît trop compliqué, ou c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est ok, tu vois. Enfin, y a pas de souci. Autant qu'on se le dise maintenant. Ouais. Et voilà. Puis à la fin, après, on parle de prétention salariale. Et voilà. Mais en effet, c'est du donnant-donnant. Et il faut que les personnes, elles se projettent de où est-ce qu'elles vont mettre les pieds. Imagine, on travaille ensemble pendant 10 ans. C'est quand même mieux que tu saches où est-ce que tu vas atterrir, tu vois. C'est comme un mariage, il vaut mieux connaître. Puis bon, je veux dire, on va travailler ensemble du lundi au vendredi. Pendant 8 heures par jour. C'est quand même cool que tu saches un peu où tu vas mettre les pieds, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. Voilà. Bon. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir ce regard aussi dans les backstage, parce que du coup, de l'extérieur, les personnes voient ce que tu proposes, ce que l'entreprise propose en termes d'offres, etc. Mais c'est de comprendre aussi que si à l'intérieur de la boîte, ça se passe comme ça, il y a de grandes chances que la qualité extérieure le soit aussi. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de boîtes, en tout cas, je l'imagine, effectivement, que à l'intérieur, il y a une vision quand même très humaine aussi de la manière dont tu veux gérer la boîte, et on voit que c'est teinté de ce que tu as fait dans le passé. Tu étais très dans l'associatif, tu as fait des activités aussi on va dire extra-scolaires, même si c'est pas forcément scolaire, mais autour, qui font que c'est quand même quelque chose qui fait partie de toi. Et du coup, dans un monde, je trouve, après ce n'est que ma vision, des fois de l'immobilier qui est quand même très mécanique, machinal et pas très humain, ça permet de détonner un petit peu. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt cool. Mais ce n'est que mon regard. C'est intéressant. Je regarde un peu le temps qu'on a. J'aimerais prendre un petit peu de temps quand même avec toi, parce que ce serait dommage, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, de parler de biohacking. Parce que du coup, c'est une conversation qu'on a eue nous en off à l'époque, mais aujourd'hui, par exemple, tu t'alimentes différemment, donc il y a toute une logique de complément derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? Surtout, qu'est-ce qui a fait que tu t'y es intéressé et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Vaste sujet. Tout à fait. Vaste sujet. À chaque fois qu'on parle de ce sujet-là aussi, je me sens pas très légitime parce que j'ai pas toutes les connaissances. Non, mais tu parles de toi, ton expérience. Je suis coaché et accompagné sur ces sujets-là. Écoute, du coup,
tout est parti du coup de Icar, donc l'entreprise de Gabriel du coup que tu connais, de la communauté Youmento. Je sais pas si tu connais, mais en tout cas tu en as peut-être entendu parler. Et donc voilà, où du coup cette entreprise-là est axée sur la longévité de la vie. Donc l'objectif c'est d'être en bonne santé le plus longtemps possible. Voilà, et donc j'ai commencé à travailler. Je sais pas, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, mais je veux dire, moi ça me fait du sens de me dire être en bonne santé, oui. Le plus longtemps possible, oui, je signe aussi, ça me plaît, ce que vous me dites, tu vois. Si possible, si à 60 ans, je peux être en bonne santé, également à 80 et à 90 et peut-être à 100 ans, et avec toutes les évolutions de la médecine, l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout ça, c'est des sujets qui évoluent très vite en ce moment et qui plus est dans le bon sens, tu vois. Enfin, Gabriel en parlerait 100 fois mieux que moi. Mais voilà. Et donc voilà, en fait, moi, la proposition de valeur m'a plu, quoi. Je me suis dit, être en bonne santé le plus longtemps possible, ça me branche. Je signe. Et donc, j'ai signé et me voilà parti dans l'accompagnement avec Andrea. Et du coup, en fait, là, le début du travail, c'est d'apprendre que les 4 piliers de la longévité de la vie sont les suivants. Le sommeil, le sport, l'activité physique, la nutrition et la gestion du stress. C'est les 4 piliers les plus importants pour être en bonne santé. Donc le sommeil, donc est-ce que tu dors bien, est-ce que tu dors assez? Moi en l'occurrence c'était le cas, donc pas besoin de travailler là-dessus. Qui plus est, c'est un travail que j'avais déjà fait des années auparavant parce que justement pendant à 22, 23 ans, j'étais tout le temps fatigué la journée et donc j'avais essayé de comprendre pourquoi et donc j'avais passé une nuit avec les électrodes de partout. Ouais, on a parlé de ce genre de truc, ouais. Et donc la finalité, moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai changé de boulot. La finalité, c'est qu'il fallait que je change de travail. Parce que du coup, les déplacements, tout ça, la semaine, en fait, lever 3 fois par semaine à 4h30 du matin pour prendre le train et faire les allers-retours ou la voiture, plus la danse, faisait que je dormais juste pas assez. Donc c'était soit mon travail s'adaptait à mon rythme circadien et c'était pas le cas dans cette entreprise, c'était à mon rythme circadien de m'adapter à l'entreprise et j'ai changé d'entreprise. Ça marchait pas non plus. J'ai changé d'entreprise, voilà. Donc le sommeil, tu disais. Donc ensuite, le sommeil, donc en dehors de ça, moi voilà, c'est un sujet sur lequel moi par exemple, donc j'ai tenu un agenda du sommeil. Moi j'ai besoin de 8 heures par nuit, c'est très clair. Et ça c'est biologique pour information. Je sais pas si tu le sais, voilà, c'est maintenant, biologique. Oui. De quoi? Maintenant, oui. Donc c'est biologique. On a tous des besoins, un nombre d'heures par nuit qui est différent. Je crois que Emmanuel Macron a besoin à peu près de 4 heures, tu vois. Et franchement, tant mieux pour lui. Moi, c'est 8. Et franchement, c'est un peu chiant parce que c'est beaucoup. Enfin, beaucoup ou pas. La moyenne mondiale se situe entre 7 et 9. Donc, globalement, tu vois, 8, voilà. Et en gros, on peut dire tout ce qu'on veut. Enfin, ça, c'est ce que je sais. Hein. Encore une fois, je suis pas médecin et je suis pas coach là-dedans. D'autres en parleraient beaucoup mieux de moi. Mais en tout cas, de ce que je sais, c'est... tu peux dire non, mais j'ai pris l'habitude de dormir 4 heures par nuit. Ok, soit. Mais en fait, si... Peut-être que biologiquement, tu as besoin de 4 heures. Et franchement, trop cool ou pas, mais tant mieux pour toi. Par contre, si biologiquement, tu as besoin de 8 et que tu dors 4 heures par nuit, tu peux le retourner dans tous les sens que tu veux. C'est pas bon. C'est pas bon pour être en bonne santé. Il y a une différence entre l'habitude qu'on a prise et puis biologiquement ce dont notre corps a besoin pour fonctionner. C'est exactement ça. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que quand on a toujours sous-dormi, donc typiquement si biologiquement tu as besoin de 8 heures et que depuis toujours ou depuis des années tu dors 6, tu ne te rends plus compte que tu n'es pas à ton plein potentiel énergétique. Il y a des gens, ils disent non mais je suis pas fatigué. Ok. Mais ça pourrait être encore mieux, essaye pendant 2 mois de dormir 8 heures par nuit et tu verras, tu vois, si t'étais pas fatigué ou si t'es pas juste un peu plus, je sais pas, réveillé ou énergique, tu vois. Donc, voilà, il y a ce sujet-là du sommeil qui est, en l'occurrence, un vaste sujet. Et bon, moi, encore une fois, là-dessus, je suis assez religieux sur mon sommeil et j'ai pas de soucis par rapport à ça. Mais de ce que je sais, il me semble que c'est un vrai mal. C'est un vrai sujet, C'est un vrai sujet, quoi, pour beaucoup de gens. Des gens qui ne dorment pas assez et des gens qui dorment mal aussi. Voilà, moi, je dors extrêmement bien. Voilà. Profites-en. Voilà, profites-en. Mais du coup, après, il y a les 3 autres sujets, du coup. Donc ouais, il y a les 3 autres sujets. Il faut qu'on avance. Non, t'inquiète pas. C'est juste parce que du coup, quand il y en a un qui va bien, il y en a forcément un autre qui va être plus dur. C'est ça. Donc, moi, en fait, du coup, le premier sujet, donc, voilà, je disais, il y a sommeil, nutrition, sport, activité physique et gestion du stress. Moi, j'étais plutôt bien en sommeil et gestion du stress. Ok.
Donc voilà, pas trop de sujets sur ça, en tout cas pas au début. Ouais. Ensuite, activité physique, ça allait, peut mieux faire, mais ça allait. Tu faisais le déjà premier de la danse, pain point, etc. voilà, exactement. Ouais. Le premier pain point, moi, c'était nutrition. En gros, du coup, c'est marrant, c'est pas que je m'alimentais mal. Ouais. Parce que je mangeais pas des burgers à longueur de journée, loin de là. Donc voilà, des légumes, un peu de la viande, enfin une alimentation diversifiée, mais une alimentation qui n'était pas réfléchie. Qu'est-ce que j'entends par réfléchi? C'est là où du coup Andrea est très bon là-dedans, mais il y a les macronutriments, les micronutriments, les lipides, les protéines, combien tu as besoin de protéines par jour, combien de calories et tout ça et tout ça. Du coup voilà, donc mise en place d'un programme de nutrition, un programme alimentaire. Donc moi j'ai un programme alimentaire. En l'occurrence maintenant je suis en diète qu'on appelle keto, et donc en fait je mange toujours pareil, mais 4 jours par semaine. C'est minimum, enfin voilà, 4 jours par semaine. Après, le reste du temps, je mange ce que je veux. Mais donc voilà, donc moi j'ai un programme qui a été réfléchi du coup par rapport à mes besoins du coup nutritionnels, donc macronutriments, micronutriments, calories. Donc on est parti si tu veux, tu pars, pour rentrer un peu dans les détails, tu pars d'un programme qu'Andrea te donne. Déjà, moi je lui ai dit, écoute, je sais pas, tu m'as mis de la pomme, j'aime pas la pomme, ok, je remplace par autre chose, tu vois. Et après, t'avances. Moi, par exemple, j'ai jamais mangé le matin. Il m'a dit, essaye, ce serait bien si t'arrives à manger le matin. J'ai essayé, impossible, ça fonctionne pas. Bon, très bien, on réajuste, tu vois. Et donc, tu réajustes comme ça pendant des mois, jusqu'à trouver, en effet, un programme nutritionnel qui te convient, qui est du coup, qui te convient par rapport à toi, à tes besoins et à tes besoins de ce que tu fais la journée, tu vois. Moi, j'ai besoin d'être quand même assez haut en énergie. Si possible, il faut pas que j'ai de crash l'après-midi après avoir mangé. En fait, du coup, tu adaptes ce que tu manges le midi en fonction de ça, tu vois. Ouais. Et idem le soir, tu vois. Moi, j'ai tendance du coup à manger tard parce que je rentre tard chez moi. Il faut pas manger trop lourd parce que sinon tu dors mal après. Donc il y a une vraie réflexion, tu vois, autour de tout ça. Qui plus est, le programme est adapté en fonction des saisons aussi. Donc tu vois, l'hiver, tu vas pas manger pareil que l'été. Ouais. Et voilà, donc tu vois, tout ça est mis en place, en tout cas pour ma part. Et alors moi, pour le coup, ça a été game changer. Mais vraiment. Ah ouais, vraiment. En fait, c'est pas que je l'avais sous-estimé, mais c'est juste qu'en fait, tant que tu n'as pas réfléchi à ta nutrition, tu ne t'en rends pas compte de la différence d'énergie que ça fait au quotidien. Moi, je peux te dire que maintenant que du coup j'ai mis ça en place, ça fait une différence d'énergie qui est colossale. Et en fait, t'as pas besoin d'être médecin pour comprendre que ce que tu manges, c'est le carburant de ton corps et de ton esprit. Et c'est le cas. Franchement, vraiment. Moi, ça m'a vraiment, en termes d'énergie, ça m'a changé. Est-ce que tu as un exemple par exemple, de situation avant c'était comme ça et maintenant c'est comme ça? Des exemples concrets, non, parce qu'en fait c'est un tout et c'est quelque chose que j'ai vu évoluer au fur et à mesure des semaines et des mois, tu vois. Ouais. Mais comme j'en rigole parce que la première vidéo que j'ai eue avec Andrea, il a senti que j'étais un mec assez discipliné, tu vois. On me dit quoi faire, je m'exécute et je pose pas trop de questions. Et Andrea m'a dit texto, parce que cette phrase me fait rire, il m'a dit: Tristan, ne pose pas trop de questions, fais exactement ce que je te dis de faire et je vais faire de toi un surhomme. Il m'a dit ça. Bon, je ne suis pas un surhomme. Je suis pas un surhomme, mais en dehors de ça, j'ai quand même suivi religieusement tout ce qu'il m'a dit de faire. La promesse est belle en tout cas. Et la promesse est belle. Et c'est vrai que j'ai jamais été aussi haut en énergie que depuis, voilà, on va dire depuis 1 an, où maintenant j'ai la nutrition, les compléments, le sport qui est bien, le sommeil. J'ai pas changé, et la gestion du stress, ça c'est plus un travail autour de comment est-ce que j'architecte ma vie, mes journées et mes semaines pour ne pas en faire, tu vois, trop et du coup être stressé et machin et tout ça. Moi, globalement, je suis pas stressé, tu vois. Et en fait, tout ça mis ensemble, en effet, j'ai un niveau énergétique quotidien qui est très haut. Qui est tenable, enfin en tout cas que je tiens très bien depuis du coup 2 ans, et que je me vois tenir, tu vois, à long terme. Moi je travaille quand même pas mal en nombre d'heures, tu vois, globalement je sais pas exactement, mais je suis sur une moyenne entre 60 et 70 heures de travail effectif, tu vois, production semaine, donc ce qui est quand même, il y en a qui font plus, mais il y en a qui font moins, et ça reste quand même assez conséquent. Ouais. Mais en dehors de ça, tu vois, je suis pas stressé, je suis très haut en énergie, j'ai le temps de voir mes amis, j'ai le temps de passer du temps avec ma copine et de faire du sport. Mais tout ça, j'ai réfléchi, tu vois, autour de tout ça. Donc voilà, nutrition, ne pas prendre de compléments alimentaires si t'as pas travaillé sur ta nutrition avant, parce qu'en fait, c'est cacher quelque chose. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu prends des compléments pour rattraper un manque de derrière, je sais pas, de zinc, de je ne sais quoi, de fer ou quoi. En fait, déjà, alimente-toi bien. T'as des carences qui vont se régler d'elles-mêmes, en fait, toutes seules, sans avoir besoin de prendre des compléments. Et par contre, Andrea, en effet, met en place des compléments alimentaires. Donc moi, j'ai des compléments alimentaires, j'en ai
X. Enfin, tu vois, j'en ai quand même pas mal. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par pas mal, mais quand même, je prends peut-être une 10-12 de gélules par jour. À différents moments de la journée. À des moments, je les prenais le matin, puis là, je les ai calés l'après-midi, bref. Mais ça, tu vois, c'est pareil, c'est le step d'au-dessus. Tu prends des compléments alimentaires qui te permettent d'être un petit peu plus focus. Tu vois, le Lion's Mane, par exemple, aide beaucoup sur ça. Et donc ça, après, c'est plus pour le focus au quotidien, et ça te met encore un niveau d'énergie supplémentaire. C'est vraiment le niveau un peu au-dessus quand déjà la base a été retravaillée, quoi. C'est ça, il faut y aller step by step, tu vois. Moi, en gros, ça a été nutrition. Après, on a travaillé sur le sport. Donc, j'ai réduit la danse pour tout un tas de raisons. Et du coup, là, avec Andrea, donc maintenant, je vais à la salle de sport et je fais de la course à pied, en gros. Donc voilà, sur la course à pied, on travaille beaucoup sur la VO2 max, tu vois, qui permet du coup d'être plus endurant, et ça a beaucoup de bienfaits physiques. Et puis après, la musculation pour la longévité de la vie et le fait d'être en bonne santé, c'est vraiment très bon, parce qu'en fait, t'as moins de problèmes de dos, tes os grossissent et tes muscles te supportent mieux, donc souvent t'as moins de problèmes. Mais ça, tu vois, tu te projettes à horizon 40 ans, le fait d'être un peu plus musclé, ça fait du bien pour la confiance en soi aussi, tu vois. Donc ça, c'est assez positif. Les deux mis ensemble, ça fonctionne bien. J'ai un tapis de marche au bureau, avec un bureau assis debout aussi, donc on faisait les comptes avec Andrea, parce que du coup, donc j'ai la Whoop, tu vois, aussi. Ouais. Après, il faut traquer, donc tu vois, j'ai la Whoop, donc je traque, je traque le sommeil, je traque tout ça. Dès que tu vas à la musculation ou que tu cours, tu lances une activité et ça te donne des feedbacks, donc tu travailles sur des zones de fréquence cardiaque. Enfin, tu vois, tu commences à avoir de la data un peu sur tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Tac. Et ouais, et du coup, le tapis de marche, ça, c'est pareil aussi, c'est game changer, parce qu'en fait, quand t'es au bureau toute la journée, en fait, tu marches pas. Et puis à la base, on n'est pas fait pour être sédentaire, voilà. Ouais. Donc on est fait pour marcher, quoi, la journée. Et donc en fait, tu marches pas, donc t'as des problèmes de dos, enfin voilà, à terme. Et puis en fait, Andrea, il te dit, tu t'achètes un bureau assis debout, un tapis de marche, ça coûte 300 balles, et tu passes de 4000 pas jour à moi, du coup, en l'occurrence, je suis sur une moyenne à 14 000, mais avec la Whoop. Et en fait, quand tu bosses et que tu marches en même temps, elle prend pas en compte tes pas. Donc Andrea, moi, je lui ai dit, globalement, je marche entre 1h30 et 2 heures par jour au bureau. Donc il me dit, ouais, mais en fait, t'es plus sur une moyenne à 20 000, tu vois. Donc t'es sur une moyenne à 20 000 pas jour, ce qui est très bien, en fait, parce que ça veut dire que tu marches 12 km par jour, tu vois. Ouais. Et voilà. Et en fait, tout mis bout à bout, c'est quelque chose qui t'a vraiment beaucoup apporté. Ah ouais. Voilà. Ouais, franchement, ouais. Et je pense que pour les chefs d'entreprise, entrepreneurs, c'est important. Franchement, pour tenir à long terme, moi, je pense que si tu fais pas ça, au bout d'un moment, tu tiens pas. Et puis après, il y a plein de choses, tu vois. Je veux dire, si tu t'alimentes pas ou que tu fais pas de sport, tu te sens peut-être un peu moins bien dans ton corps. Donc, je sais pas, t'es un peu moins dynamique. Enfin, tu vois, j'ai en tête les images des j'allais dire, c'est pas les vieux chefs d'entreprise, mais tu vois, peut-être du vieux chef d'entreprise un peu bedonnant, qui fume 15 clopes par jour parce qu'il est tout stressé, tu vois. Enfin, moi, personnellement, c'est pas... c'est pas la vision que tu as de toi dans c'est pas la vision 40 ans, quoi. Exactement. Ouais, exactement. En tout cas, c'est une belle manière de terminer cet épisode. On a pu parler de globalement les sujets qu'on avait évoqués au départ. Ça, c'est super. Et comme je te l'avais dit au tout départ, on a une dernière partie d'épisode, parce que je regarde un peu le temps aussi. Et tu le vois sur la table, donc il y a des petites cartes qui ont été préparées expressément pour toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on va aller taper un peu dedans. Ok ? Donc, ce que je te propose, dans un premier temps, c'est que tu vas choisir un paquet. Tu vois, il y a un bleu, il y a un rouge. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appelle plus qu'un autre ? Le rouge, c'est l'amour. Le bleu, c'est peut-être un peu ma couleur préférée. C'est le sens que tu donnes à ces couleurs ? De quoi ? C'est le sens que tu donnes à ces couleurs. Ouais, je crois. Allez, partons sur le rouge. Le rouge ? Alors, donc je te donne ce paquet de cartes, je te propose de les mélanger. Et oui, tu sais, on n'est pas à l'abri que le hasard fasse bien les choses. Okay. Ce que je te propose, c'est que tu vas en tirer une, et donc tu vas nous la lire, et tu auras le choix soit d'y répondre, soit d'en repiocher une autre. Par contre, si tu en repioches une autre, tu seras obligé de répondre à la question. C'est excellent comme jeu. Le hasard fait quand même bien les choses. Tu peux nous la lire, ouais. Comment décrirais-tu la relation entre ton corps et ton esprit ? Ah, comme quoi. J'ai envie de te dire, on en a presque un petit peu parlé. Ouais.
C'est pas facile en plus comme question, mais du coup, je vais en choisir une autre. Vas-y. Donc, je vais choisir celle d'après, du coup. Quelles sont les 3 personnes qui t'ont le plus fait évoluer ces 5 dernières années? Waouh! C'est super dur comme question. Ah, mais je t'avais pas dit que c'était un truc facile. Parce qu'en fait, du coup, il faut choisir 3 personnes et ça veut dire que les gens qui vont écouter l'épisode, il y en a qui vont se dire, pourquoi il m'a pas choisi, tu vois? Si tu devais en choisir 3. Voilà, vache. Et encore une fois, ça veut Franchement, jamais. je trouve ça presque horrible comme question. Les 3 qui te viennent à l'esprit, ce qui ne veut pas dire en fait que les autres ne sont pas importantes, tu vois. Ouais, non, mais voilà. C'est juste qu'on n'a pas, on n'a pas 4 heures. Non, clairement. Donc, quelles sont les 3 personnes qui t'ont fait le plus évoluer ces 5 dernières années? Ouais. Alexandre, mon associé, un petit peu sans aucun doute. Ok. Un petit peu sans aucun doute, voilà. Sur quels aspects? Tellement. Tellement. Bah, très bien. Tellement. Tellement. Ok, très bien. Restons sur ça. Après, Andrea, du coup. Okay. Andrea, du coup, mon coach, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Donc lui, pour le coup, il m'a fait vraiment évoluer ces 5 dernières années. Et après, je vais avoir du coup du mal je vais en donner 4. Vas-y. Je vais dire ma mère et ma sœur. Je me suis dit, maman, elle arriverait ou pas, tu vois. Ouais. Ma mère et ma sœur. Alors, elles me font évoluer depuis du coup toujours. Donc, ces 5 dernières années, peut-être tout particulièrement ou pas. Enfin, en tout cas, on est très proches. Enfin, je suis très proche de ma mère et de ma sœur. On est également très proches tous les 3, très soudés. Et du coup, ces 5 dernières années, elles m'ont clairement aidé à évoluer, aidé à me sortir de situations parfois difficiles, notamment la dépression dont on a parlé. Clairement, heureusement qu'elles ont été là et elles ont été de très bons soutiens. Donc voilà. Super. Merci bien. En tout cas, donc, ce que j'entends, il y a ton associé sur plein d'aspects, je suppose, à la fois pro et perso. Il y a Andrea. On mettra ses coordonnées aussi en bas parce que tu l'évoques, mais c'est l'occasion aussi de le partager. Hein. Clairement. Et on le salue au demeurant. Il faut que tu l'invites sur ton podcast. Je le ferai à ce moment-là. Ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Et donc, du coup, effectivement, sur la partie santé, principalement, en tout cas, et énergie, et potentiellement d'autres choses aussi. Aussi. Et du coup, des personnes de ta famille, donc ta mère et ta sœur, que l'on salue aussi, au demeurant, hein, on est là. Au demeurant. Voilà. Coucou maman Salut. Et coucou grande sœur. Super. Est-ce qu'on changerait pas de paquet? Avec plaisir. On part sur le bleu. Sur le paquet de quoi, du coup? Le paquet, je pense que c'est un peu ma couleur préférée. Ah, ta couleur préférée, bleu, ok. On fait le même exercice, donc mélange, choisis-en une, et puis tu nous la lis, et puis tu vois si tu veux y répondre à celle-là ou si on t'en pioche une autre. T'as pu le faire avec Cédric, ça, à distance? Ouais. Ok. Ah, c'est toi qui l'as fait pour lui? Oui. Je l'ai écouté, je crois, l'épisode. Non, j'en suis sûr, en fait, je sais que je l'ai écouté. Qui pourrais-tu remercier de t'avoir aidé récemment? Ça donne envie de... Peut-être envie de voir la question d'après, quand même. Oui, Qui pourrais-tu remercier de t'avoir aidé récemment? Une très bonne question, elle recoupe peut-être un peu celle d'avant, donc j'en choisis une autre. Vas-y. J'en prends une autre. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui dans le monde, qui serait-ce? Waouh! Excellent comme question. Je pense que ce serait... Enfin, c'est pas que je pense, c'est... Je vais dire ça. Je dînerais avec Elon Musk. Ok. Pour quelle raison? Parce que je trouve le personnage inspirant. Peut-être clivant, clivant ou pas. Enfin bref, moi en tout cas, je regarde d'un œil extérieur tout ce qu'il fait au niveau entrepreneurial, les entreprises qu'il a construites, et aussi ce qu'il a envie de faire. Enfin, toute la logique qu'il y a derrière, de dire que... Alors après, on pourrait se placer côté écologie et de se dire, autant faire en sorte que la planète Terre, on continue à y habiter dessus. Lui, il s'est peut-être résigné en se disant, plus tard, on n'y habitera plus, donc je mets en place des choses pour que l'être humain devienne multiplanétaire. Moi, je me dis, ouais, ok, le projet est cool, quoi. Voilà. Et puis, du coup, il y a tout un tas d'entreprises qui découlent de ça. Le mec a créé beaucoup d'emplois.
voilà, après, je sais qu'il a des mauvais côtés, qu'il est décrié sur tout un tas de sujets. En dehors de ça, voilà, je me dis, dîner avec lui, ça pourrait être... je pense que je parlerai très peu et que je l'écouterai beaucoup, quoi. Mais ouais, ce serait chouette, ouais. Ce serait quoi la première question que tu lui poserais? Elles sont pas faciles, tes questions. Ce serait quoi la première question que je lui poserais? Imagine, là, vous vous installez. Donc, bonjour, comment ça va, etc. Mais... c'est vraiment... je sais même pas quoi répondre. Quelle serait la première question que je lui poserais? Peut-être lui demander son plan d'action sur les prochaines années, tu vois. Voir... plutôt devant, du coup. Ouais, plutôt devant. Qu'est-ce que tu as prévu de faire dans les années à venir, tu vois. Et voir aussi s'il y a un fil conducteur sur toutes les entreprises qu'il a créées, tu vois. Parce que, en fait, je sais pas, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment un fil conducteur ou est-ce que c'est plutôt il a saisi des opportunités ou des idées qui se présentaient à lui, tu vois. Ou est-ce que vraiment il y a eu une réflexion où le gars s'est dit, je vais ouvrir telle boîte pour telle raison. Après, il y a ça qui va me permettre peut-être que, tu vois, celle-là, elle a pas vocation à m'aider, par exemple, admettons, à aller sur Mars. Mais, tu vois, Tesla, ça l'aide pas à aller sur Mars, tu vois. Mais est-ce que Tesla, justement, ça lui rapporte pas de l'argent qui lui permet d'investir dans SpaceX, qui lui permet, tu vois, enfin... d'avoir un peu le backstage, quoi, voilà, derrière. Ouais. Le backstage derrière, tu vois. Est-ce que tu fais tout à l'instinct et à l'opportunité, parce que ça se présente à toi, voilà, ou est-ce que vraiment tu as un plan d'action, tu vois et du coup, si tu fais un peu plus à l'instinct, et du coup, comment tu fais tes choix, comment tu prends tes décisions? Parce que j'imagine que ce mec-là, on doit lui proposer... X opportunités, pour ne pas faire de jeu de mots, X opportunités sur tout un tas de choses. C'est comment tu choisis, tu vois. Est-ce que tu choisis au feeling, à l'instinct? Est-ce que tu te poses? Est-ce que tu discutes des heures avec n'importe quelle intelligence artificielle qui t'aiderait? Est-ce que tu as des conseils, des conseils autour de toi, je veux dire, des personnes référentes un peu? Voilà, s'inspire du parcours, quoi. Ouais, bah super. Voilà. Merci bien. On va en faire une dernière de questions. J'ai peur. Une dernière là Ce que je vais te proposer, c'est encore un truc différent. C'est que tu vas me sélectionner une carte dans chacun des paquets. Tu vas me les donner. Ok. Et c'est moi qui vais choisir. Ok. Donc là, il vient de me déposer... en fait, en vrai, il y a la vidéo. Donc pour les gens qui regardent la vidéo, ils le verront. Mais pour les gens qui écouteront en audio, ils ne le sauront pas. Donc là, tu m'en donnes une rouge. Donc, je vais lire les deux. C'est marrant, c'est vraiment pas la même ambiance. Il y en a un, c'est... Parle-moi de quelque chose qui te met en colère. Oh, c'est excellent. Oula, ok. C'est incroyable comme question. Ça. Je vois les yeux en face. Et l'autre, c'est quel est ton héros ou héroïne préféré lorsque tu avais 7 ans? Ok. Et pourquoi? Ok. Même si j'ai une curiosité extrême sur ce qui te met en colère, vu qu'on veut finir un épisode, j'aimerais pas rester sur ça. Alors, Est-ce que tu pourrais nous partager un héros ou une héroïne du coup de ton enfance? Ma mère. Pourquoi? Ma mère, parce que sans elle, j'en serais pas là où je suis. Bon, voilà. Tu serais pas là tout court en vrai? De quoi? Tu serais pas là tout court en vrai? Je serais pas là tout court, ouais, exactement. Mais si elle avait pas été très courageuse, j'en serais pas là où je suis et mon avenir aurait pu être, j'allais dire bien pire. Je sais pas, mais en tout cas différent. Mes parents sont séparés et du coup, c'était une bonne chose qu'ils se séparent. Et ça a été courageux de sa part. Je pense que c'est pas facile, quoi, quand on est marié à quelqu'un et qu'on a 2 enfants, qui plus est, de prendre ce genre de décision. Et je pense que je serais une personne différente si elle l'avait pas fait. Et je sais que ça a pas été facile pour elle, pour en avoir discuté avec elle ces dernières années, en étant adulte. Et pour ça, je la remercie énormément parce que je pense que si elle l'avait pas fait et s'il avait pas eu ce courage, voilà, j'en serais pas là où je suis, on serait peut-être pas là. Et du coup, donc voilà, vu que la question c'était mon héroïne quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, bah voilà, j'étais à un âge où mes parents étaient encore ensemble et ça se passait pas forcément bien. Et mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans, donc tu vois, ils ont divorcé quelques années après. Donc à 7 ans, je pense que c'était ma vraie héroïne et voilà, et ça l'est toujours. Donc voilà.
Bah super. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton partage, ta sincérité, ton honnêteté. On va arrêter l'épisode parce que y a un moment donné, il faut que ça s'arrête. Si des personnes ont envie de continuer la discussion avec toi par la suite, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter ? Par mail. Ok. Tristan, Tristan, Ouais. @montimo.fr. Pour le moment, en tout cas. De quoi ? Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, ouais, ça changera. Donc voilà, donc oui, du coup, si ça change, ça va changer dans les 6 mois globalement. Mais je mettrai, quoi qu'il arrive, Sinon, les coordonnées sur l'épisode. Il y a notre site internet. Si quelqu'un envoie nous contacte sur le site internet, ça reviendra forcément à moi. Et puis sinon, après, il y a LinkedIn, mais mon LinkedIn, c'est pas moi qui lis mes messages. Donc le mieux, ça reste par mail. Ok, super. Merci beaucoup, Tristan. Merci et puis, à toi à la prochaine. L'invitation, c'était cool. Salut, merci. Salut.